Bonsoir à tous, bienvenue sur Indécent Podcast, l'émission où on parle de tout et de rien, mais surtout de tout et un peu de rien. Ce soir, c'est l'hebdo, on va parler jeux de rôle, jeux de société, peut-être un peu de jeux vidéo, de café, encore une fois peut-être de balisto, et le tout dans la bonne humeur, et je vais le faire en compagnie de l'incroyable Aranita. Comment ça Bonsoir va? tout le monde, salut. Ouais, ça va, il fait beau, c'est les vacances. Ah ben, Voilà. il pleut des cordes, voilà, on n'a pas le même climat. Hein. Du Pour coup, une fois à Montpellier, on a de l'eau. j'ai passé l'après-midi à faire mon jardin, donc mon dos va se rappeler à moi demain matin. Aïe. Et c'est pour la Euh, bonne cause. Ah ouais, on avait alors là des rôlistes qui font l'exercice. Faut pas faire ça. On a toujours dit c'est pas une bonne idée. Ah, ça me fait penser qu'il faudra que je vous montre la communauté des abdos. Ah bah oui, pour l'occasion, bah du coup, ouais. Pas ce soir. On fera ça une prochaine fois, ça marche. Et salutations à tous ceux qui nous regardent là, donc les petits coucous à ceux qui sont déjà parmi nous. Donc salut Gébrorn, Univalis, Jarret, Pretty Lilith, Arsène Talgalel, Vines Cyrnos et tous les autres. Nous vous saluons bien bas. J'espère que vous êtes bien installés. Parce que ce soir, on a plein de choses à vous raconter. Alors, est-ce que ce sera pertinent? On verra. Est-ce que ce sera intéressant? Toujours. Est-ce que ce sera organisé? Jamais. Donc, commençons par une petite rubrique sympathique. On fait de suite. Qu'est-ce qu'on a acheté cette semaine? Qu'est-ce qu'on a reçu Voilà. On a lâché des sous. Nous sommes Oui. irresponsables. Oui. Mais à quel point? Donc, je vais commencer, tiens. tu veux commencer? Allez, c'est parti. Alors, Côté jeu de rôle, j'ai reçu Flabbergasted, que j'ai commandé à mon ludicaire, voilà, et je vous en parle tout à l'heure. Ah oui. Voilà. Et puis sinon, comme il faut bien occuper le petit pendant les vacances, j'ai acheté Dragon Deck, donc un jeu de chez Djeco. C'est un super petit jeu en fait pour apprendre à faire du deck building. Je suis désolée si vous l'entendez, il refuse d'aller se coucher. L'idée, c'est on a des cartes numérotées de 1 à 8, je crois. Ouais. On a un système de draft où en fait on va avoir 3 piles de cartes, on regarde la première pile, on voit si on la prend ou pas, sinon on passe à la deuxième pile, on voit si on la prend ou pas, sinon on est obligé de prendre la troisième pile, et les 2 autres cartes des autres piles vont à ton adversaire. Et on alterne comme ça pour se constituer son deck de cartes. Et après on fait une bataille. On choisit notre carte et on la met en face. Et Ok. donc, et mon fils m'a mis une pâtée à ce jeu-là. Parce que tu as un système, en fait, de pierre, feuille, ciseaux, c'est-à-dire, alors c'est mis sur les points de victoire là, le rouge bat le vert bat le bleu bat le rouge. Ok, simple et Voilà. efficace. Et si jamais tu mets 2 de la même couleur, à ce moment-là, ça se joue à la valeur des cartes. Ok. Voilà. Donc un petit jeu pour apprendre le draft, pour apprendre un petit peu le pari, le stop ou encore. Donc il y a plein de petites mécaniques ludiques qui sont abordées là-dedans. Et ce qui est très très bien, c'est que chez Djeco en ce moment, il y a une offre. Si jamais on a 2 jeux de Djeco, alors c'est pas cher, je l'ai payé 9 €. Ah oui, une broutille. Voilà. Et si tu en achètes 2, alors moi je suis une VIP, j'en ai acheté un, je l'ai eu quand même. Il y a la version collector de Mister Axe. Et Mister Axe, je vous en avais déjà parlé parce que j'ai déjà le jeu de base, mais ça c'est une version collector qui est complètement différente, où en fait on va avoir des cartes. Je sais pas si... Oui. Et donc il y a plein de fois le même dessin. Il faut retrouver celui qui est différent des autres. Voilà. Ok. Et donc là, en plus, on peut même pas mémoriser en disant tiens, parce que les autres, c'est des cartes uniques, on sait très bien que celle qui a pour thème le jardin, c'est tel objet, donc on finit par mémoriser. Mais là, ils en ont sorti plusieurs des comme ça. Ah. Je crois que c'est ça. Je l'ai pas encore vu. Si le joueur a raison. Voilà, chaque carte n'a qu'un seul intrus. Donc il faut retrouver l'intrus à chaque fois. Donc c'est un super petit jeu, notamment comme on peut jouer tout seul, en voiture, ça occupe. Ah bah oui. Donc voilà. Donc c'est 2 petits jeux, dont un que je n'ai pas acheté. Pour une fois, ça fait du bien. Et il existe. Et voilà. Et puis Flabbergasted, quand même,
qui m'a coûté une petite bouteille de 42 €. Ok. Mais voilà. À la base, j'avais pas prévu de l'acheter, donc j'ai pas participé au financement. Et puis, j'ai craqué quand même. Il s'est passé des choses entre-temps. Si tu te rappelles, il me semble que dans le bilan de fin d'année, j'avais dit que c'était un de mes regrets de ne Oui, pas c'est avoir vrai. participé au financement. Voilà, regret comblé. Eh ben parfait, de toute façon, tu vas nous en parler tout à l'heure de celui-là. C'est ça. Voilà, donc de toute façon, j'ai plein de questions sur ce jeu. Mmh. Parfait. Alors, tiens, je vais prendre mon tour. Pas de jeu de rôle, pas cette fois, voilà. Mais alors, un peu de littérature, parce que j'aime bien, hein. Littérature, voilà. Indiana Jones, explorateur des temps passés par Romain Dasnois, aux éditions Third Edition. Voilà. Leur tome sur l'explorateur au chapeau le plus connu de l'histoire. J'ai pas encore commencé, mais j'attends de vous. Je vais dévorer ça. De toute façon, c'est prévu dans les prochains jours, parce que je prépare une émission sur les jeux pulp. Voilà, et autres chasseurs de trésors. Le fait que j'ai commencé une campagne de Broken Compass, absolument aucun lien. Voilà. Et Third Edition des récits de ça oui. Third Edition, c'est vraiment une maison d'édition. Je crois que je vais me faire l'intégralité. Mais vraiment, comment dire, je crois que tout mon budget cette année va partir chez eux. Vraiment. Là, j'ai dévoré trois bouquins chez eux cette semaine. Ah Voilà. oui, quand même. Ah oui, non, mais là, voilà, je les dévore les uns après les autres. Ça commence à prendre beaucoup de place. Ça dépend combien de pages ils font aussi. À peu près 300 pages. C'est pas énorme. Tout ça, il fait 300, doit faire 330 pages à peu près. C'est ça, 336 pages. Par exemple, celui sur Indiana Jones, les deux sur Dark Souls faisaient 350 pages et celui sur Elden Ring faisait pas loin de 400 pages. Ah oui. Bon, voilà, en ce moment j'ai le temps de lire, donc j'en profite. Donc ça, j'en parlerai peut-être un de ces quatre de cette maison d'édition, de leur façon de faire, que je trouve vraiment excellente. Donc ça, c'est la littérature, c'est à peu près récent et tout. Et à côté, j'ai retrouvé un jeu de cartes. Absolument pas récent, vous me connaissez. Moi, l'actualité, j'y colle, mais pas vraiment. Hein, quand je trouve un truc que je trouve très sympa, en général, c'est introuvable. Ça a au moins 30 ans et c'est plus édité depuis. Voilà. Un jeu qui s'appelle Zundu. Voilà, qui était édité chez Matago il y a plus de 25 ans. Voilà. Un petit jeu de cartes rigolo. Moi, ça m'a fait bien rire à l'époque au lycée. Un croisement improbable, une sorte de jeu d'échecs avec des toons et du bluff. Ouais, ça a l'air bizarre comme ça. Ouais. En fait, chaque paquet de cartes, c'est une tribu. Donc, tu prends ta tribu, il y a plusieurs cartes dedans. Il y a des monstres, des zoons, comme on les appelle. L'un d'entre eux, c'est ce qu'on appelle l'emblème. Il y a un petit logo dessus. L'emblème, le but de la partie, c'est de tuer l'emblème adverse. En général, c'est ta carte la plus mauvaise. Il faudra donc le protéger. Les zones ont des valeurs. Toi, tu les mets face cachée. Et en dessous, en fait, tu as pour chaque coin une petite valeur qui va de 0 à, je crois que la plus balèze, elle avait 7 dans le jeu. C'est vraiment une carte monstre. Non, 9. 9, c'est le tyrannosaure. Il est ultra balèze. C'est un tyrannosaure, c'est normal. Voilà. Et en fait, pour savoir comment gagner, basiquement, en fait, quand une carte voulait affronter une autre, un peu comme aux échecs, ton pion prend une autre carte, en fait, tu pointais aléatoirement un angle de la carte ennemie. On retournait, et celui qui avait le score le plus élevé gagnait, et celui qui était plus faible était détruit. Comme ça, il faut détruire l'emblème adverse. Et là où c'est un jeu de bluff, c'est qu'en fait, les cartes ont des mouvements, mais pas comme aux échecs. C'est pas vraiment uni. Chaque zone a un mouvement qui lui est propre. Donc ça peut être un petit peu en avant, parfois en arrière, parfois des mouvements où il va sauter par-dessus d'autres. Et souvent, c'est des mouvements qui ressemblent un petit peu à ton emblème. Donc en fait, il va falloir un petit peu le cacher, attaquer l'adversaire. Et puis tu avais des atouts un petit peu absurdes, avec des jeux de mots pas forcément très fins. Voilà, il y a une des tribus, c'était quand même tacos, nachos, tortillos. Voilà, t'étais trois atouts. Donc bref, c'est absurde. Peut-être que j'en reparlerai à l'occasion parce que c'est un jeu qui m'a fait énormément rire, je sais plus pourquoi, et j'ai vu quelqu'un y jouer sur YouTube. Genre, il y a une semaine, j'étais en mode oh, faut que je retrouve. Et en fait, une boutique en ville les vendait à 1 € le deck. Banco. Voilà. Bon, là, j'ai craqué, la nostalgie. D'habitude, je suis pas sensible à ça, mais ce jeu, ouais, trop bien. Donc voilà. Et puis après, en jeu vidéo, je me tâte à apprendre un truc qui s'appelle Blueprints.
Blueprints, qui est un roguelite qui reprend des mécaniques d'un jeu qui s'appelle Outer Wild, dont je vous ai peut-être déjà parlé. Outer Wild, qui est peut-être le meilleur jeu vidéo de tous les temps. J'ai raison. Une fois que vous aurez testé le jeu, vous comprendrez pourquoi c'est le meilleur jeu de vidéo de tous les temps. Bref, c'est un petit roguelite où en fait il va falloir visiter un manoir qui va se créer de manière aléatoire. Et il va falloir avancer un petit peu dedans. Voilà, c'est pas pour tout le monde. Voilà, j'attends de voir ce que ça va donner parce qu'en fait il y a des gens qui m'ont dit qu'on peut être softlock. Malheureusement, parce qu'en fait le jeu ne génère pas les ressources qui permettent d'avancer. Donc au bout d'un moment, bah, t'es coincé. Donc j'attends, mais il me hype beaucoup de son. Il m'a dit ouais, t'as aimé Outer Wild, tu vas kiffer celui-là. Non, dites pas plus. C'est sur ma wishlist. Voilà. Et c'est déjà pas mal de mon côté. Hein, voilà. Parce que c'est un Metroidvania. Ah, ok. 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 Je note. Arsène, toi, tu lances sur South of Midnight. Ah oui, aussi, j'y pense. Mais le budget, il est parti chez Third Edition. Je peux pas tout avoir. Malheureusement. Mais j'y pense. Beaucoup. Parce que ça rattrape un truc que j'ai dit sur les jeux vidéo la dernière fois, jeudi dernier. Les accents des vrais personnages, ça me donne envie, ça me fait rentrer dans l'histoire. En tout cas, de ce que j'ai vu de South of Midnight, les quelques extraits. Donc, Alors, les craquages des autres. alors, Die, scénario volume 2, Love is Battlefield. Ok, le supplément The Vault pour Triangle Agency. D'ailleurs, Triangle Agency, je le vois passer maintenant. Je l'ai raté quand ça avait été lancé, c'est un peu compliqué à trouver. Qu'est-ce que ça vaut vraiment? Parce que moi, le pitch, il est assez drôle. Le fait d'une sorte d'agence qui gère les problèmes surnaturels à la Delta Green, mais avec un petit côté administration loufoque à la INS Paranoia, ça me parle. Mais est-ce que c'est bon? Je suis curieux, n'hésitez pas à me le dire. L'Oneons Ultimate Micro RPG Book et des chaussures. Des chaussures, je ne connais pas ce jeu. On va me dire ce que ça donne. C'est le jeu évitons allons à Troll et Légendes sans choper d'ampoule, non? Ça doit peut-être être ça. Oh, c'est les jeux super durs là. Ah non, laisse tomber. Hein. Ok, et eh ben déjà ça fait pas mal. Hein. Après, tu me diras le combien tu en as lu dans tout ça. Voilà. Alors, achat pour Seb Sergi, jeu société Leader et Lovecraft Letter. Oh, c'est bizarre, c'est deux jeux qui me parlent. C'est étrange, c'est étrangement étrange. Mais je comprends parce que bah, ouais, moi aussi ça m'a donné envie. Et Madame Moitié m'a dit que Leader lui tentait carrément. Donc voilà. Ensuite, bah voilà, c'est un petit peu calme chez vous. En ce moment, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Bon, c'est un petit peu calme, on est d'accord. Niveau financement, on n'est pas dans la méga grosse période. De base, avril, c'est pas forcément le moment où ça cartonne le plus. La conjoncture générale fait que c'est vraiment pas le moment de lancer les gros financements. Il n'y a pas grand-chose. Bon, est-ce que c'était déjà prévu d'être une année calme? Hein, on y pense toujours. Parce que souvent, il y a une ou deux années de financement intensif de la part des éditeurs et en général, il y a une année plus calme. Parce qu'au bout d'un moment, il faut produire. Peut-être que les deux se sont superposés, je ne sais pas. Peut-être, j'y pense. Mais voilà, c'est que c'est un peu calme de ce côté-là. South of Midnight, Blueprints, un jeu vidéo. Bah voilà. Je dis j'y pense et voilà qu'il y a des gens qui craquent. Donc, et Zenith en jeu de société. Ah, ouais, j'en ai entendu du bien de Zenith. J'ai pas pu le tester encore. Ok. Et coucou Fred qui est dans le chat. Salut. Il vous surveille, faites attention. On se tient bien, les gens. Hein. Et on en profite pour embrasser Mathieu et Manu. Hein. Tout à fait. Comme toujours. On pense à vous. On vous a pas laissé Bellisto, par contre. Mais, Non, désolé. J'avais faim. Et le paquet était là. J'ai rien pu faire. Un accident. Voilà. Donc, que dire de plus si on a fait un petit peu ça. Oui, après, voilà, comme on a dit, c'est un petit peu rapide. Il n'y a pas trop de craquage en ce moment. Donc, mais comme dit Fred, on fera le plein pour Troll et Légendes parce que si niveau financement en ce moment, c'est pas trop la folie, niveau festival, c'est un peu la grosse période. On est en plein dedans. Hein. Ouais, là j'en ai 3 qui s'enchaînent à 15 jours d'intervalle. Chacun. Ça fait beaucoup là. Ah oui, non, moi j'en ai un dans 2 semaines. En 2 semaines, j'anime des parties au Festival du jeu de Montpellier. Mais après, voilà, c'est déjà beaucoup. Je vais sortir chez moi, vous imaginez? Oh là là, quelle idée.
Et je viens de vérifier pour Zénith en jeu de société, il est disponible sur Board Game Arena. Et Ah! depuis peu, on a un compte Board Game Arena Indécent Podcast. Donc si vous voulez faire des parties avec nous pour des fois tester les jeux dont on parle, c'est possible. Leaders y est aussi, notamment. Ce qui permettrait aussi de le tester avec madame. Ah bah tout à fait. Avant de l'acheter. Exactement. Mais bon, de toute façon, ici, on n'est pas très raisonnable. Là. C'est ah, ça a l'air bien. On prend juste le bouquin, le truc de base. Oui. Donc à la caisse, t'as la boîte de base, les extensions, le jeu d'à côté. Tu fais. C'est juste pour tester, hein. Ouais. Alors, sinon craquage de Mathem il y a quelques semaines. En grelin. Bah tiens donc. Hein, écho en jeu vidéo. Voilà. Quelqu'un qui a dit voilà. Personne de goût. Ça fait plaisir. Fred, j'aurais bien craqué pour un financement qui vient de commencer, mais les prix stratosphériques, ce sera sans toi. Parles-tu d'un financement qui aurait commencé à 18h aujourd'hui, à tout hasard? En France? Non? Bref. On verra, il nous répondra tout après. Et ensuite, Playpunk, l'éditeur, a mis le jeu sur BGA 2 mois avant la sortie pour donner l'opportunité aux gens de tester. Brillant. Et Fred qui confirme, on parle du même jeu, parfait. Bon, est-ce qu'on va parler d'actu? Je vous avoue que là, c'est calme en ce moment. Ouais. On n'a pas trouvé de gros trucs qui nous ont marqués. Alors, dans la sphère classique, hein, les gros éditeurs, moi, j'ai rien repéré d'incroyable. Il y a le fameux Shadow Dark qui commence chez Arcane Asylum ce soir à 18h. Ça commence tranquillement. Mais bon, les prix sont un petit peu élevés. Voilà, pour rester poli. Parce qu'on est à pas loin de... pour un jeu qui... L'OSR, pour moi, je vois ça comme quelque chose de pas cher. Vous savez, petite pagination, maquette légère, illustration noir et blanc et tout. 50 balles le bouquin. C'est chaud pour commencer de l'OSR. Ça fait mal. Donc, vous inquiétez pas, il y aura des émissions, on va vous parler de l'OSR en long, en large, en travers. Mais pour le moment, 50 balles le bouquin et tu nous dis que ça fait 63 € avec les frais de port. 63 € pour commencer l'OSR, excusez-moi, ça picote. Mais bon, il y a du PDF. Voilà, on peut dire ce qu'on veut, il y a du PDF, 25 €, voilà. Donc peut-être que je cliquerai sur le PDF pour voir ce que ça donne. Voilà, tout le monde en parle. Je suis passé complètement à côté. Les OSR, c'est des jeux pour une quarantaine, quarantenaire, collectionneur. Oui, c'est ça. C'est littéralement des jeux pour quadra, quinquagénaire. Beaucoup de financement. Hein. Moi, j'ai créé l'archétype du rôliste bedonnant de 40-50 ans avec un t-shirt rigolo. Voilà. Hein. Oui. Tout à fait. Donc l'OSR, on en reparlera parce qu'il y aura des invités qui s'y connaissent quand même pas mal sur le sujet. Donc, vous inquiétez pas, c'est prévu très prochainement. Oui. Voilà. Et peut-être même une émission régulière sur le sujet. Parce que, mine de rien, il y en a des jeux là-dessus. Donc là, moi, je vais prendre des notes parce que j'y connais que Quick. Voilà. Donc, quoi d'autre? En actu, moi, j'ai pas vu passer grand-chose, à part que sur Game on Tabletop, il y a une annonce. C'est même pas le financement, c'est l'annonce du financement pour dans 50 jours. Oui. Pour l'Atlas de Techno Fantasy de Fabula Ultima. Alors ça, oui. Ça, de toute façon, on l'attend avec impatience parce que Fabula Ultima a un jeu extraordinaire. Voilà. J'aime pas le Medfan, ça m'a réconcilié avec le Medfan. C'est vous dire. Donc, c'est trop bien. Oui, j'ai pas repéré grand-chose. Dans les petites annonces qu'il y a eu dans les derniers temps, hein, bon, ça date, il y a 5 jours, la Loutre Release a annoncé un jeu qui s'appelle Agent Temporel, donc un jeu pour les plus jeunes, sur le thème du voyage temporel. Autant dire que moi qui suis fan de Doctor Who, je suis très curieux de savoir comment ça a été mis. Qui se veut pour un jeu pédagogique comme Doctor Who d'ailleurs à la base, sur l'histoire et les sciences, puisque Doctor Who à la base, on allait dans le passé pour prendre des cours d'histoire et on allait dans le futur pour prendre des leçons de sciences. Tout à fait. C'est ça le pitch au début normalement. Non, mais c'était bien ça. C'est comme ça que la BBC a lancé le projet à l'époque. Ça a continué un petit peu, mais bon, c'est parti un petit peu dans tous les sens. C'est le principe de la série. Voilà, puis bon. Donc ouais. Donc là, là, je suis très, très, très curieux de voir ce que ça va donner parce que, en fait, Lettre Release fait quand même de très bons jeux pour enfants. Oui. Voilà. Ils ont trouvé un créneau, ils le font vachement bien.
Et ben là, lui, je vais le suivre de très très proche parce que bah, le principe d'un jeu qui va voyage dans le temps et tout, c'est casse-gueule à mettre en place. Ça peut vite partir dans le n'importe quoi ou dans le ridicule. Donc là, j'attends de voir. J'assume Doctor Who, c'est ridicule. Mais c'est pour ça que c'est bien. Et puis enfin moi je pense à l'aspect prof, mais si tu arrives à faire jouer une classe, par exemple comme certains font, ils font jouer même sur Twitch, hein, ils font jouer leur communauté avec un truc genre ASMRPG ou quelque chose comme ça, tu arrives à mettre quelque chose en place au niveau d'une classe, en cours de sciences, tu fais passer plein de trucs, ou en cours de sport. Mais oui. Il y a plein de profs parmi les rôlistes, donc ça pourrait être très intéressant. Voilà, donc pour moi, gros sujet à suivre, là. Ça sera sur Ulule, prochainement. Là, je filerai les informations au fur et à mesure, parce que ça... Et c'est bien d'être sur Ulule, parce que ça attire aussi des gens qui ne sont pas forcément rôlistes. Ça, c'est très bien. Voilà. Parce que Game On Tabletop était censé fédérer tout le monde, ça a fédéré 200 personnes. Oui, les rôlistes. 1000 rôlistes, et puis c'est tout. Voilà. Donc là, ouais, sur Ulule, c'est une très bonne idée. À voir ce qu'on peut faire là-dessus. Donc, il y a ça. Et qu'est-ce que j'ai vu? Rien à voir. En jeu vidéo. Ils ont annoncé un nouveau Star Wars. Encore un nouveau jeu vidéo Star Wars. Donc, c'est une fois sur deux, c'est un jeu qui est nul à chier. On va pas le cacher. Mais là, c'est fait par la team d'XCOM. Voilà, les jeux XCOM, bah, c'est littéralement eux qui font le jeu. Donc, moi, j'ai envie de dire, j'aime beaucoup XCOM. L'équipe, elle gère super bien. Donc, ce sera Star Wars Zero Company. On a juste une première image et un début de texte. On va voir ce que ça va donner. Un truc qui m'a fait un peu grincer les dents, comme pas mal de monde, j'ai pu voir sur les réseaux. Pourquoi s'acharner à reprendre toujours la même période? Voilà, on est pendant la guerre des clones, super original. À croire que chez Lucasfilm, t'as pas le droit de faire des produits qui se passent à une autre époque. Bon, bref, on en parlera le jour où ça sortira. On a le temps. Donc, bref. Quoi d'autre? Votre copain sur toi. Oh, c'est méchant. Non. Est-ce qu'il fait un jet de constitution avant? Un jet de vol? Un jet de vol, mais c'est pour volonté ou pour vol? Avec suffisamment de volonté, tu voles. Ah oui. Voilà. Oui, c'est vrai, parce que dans les cartoons, c'est quand tu réalises que t'es en l'air que là, tu tombes. Et seulement à ce moment-là. C'est ça. J'ai un MJ qui me l'a fait à Donjons Dragon. Tant qu'on se rendait pas compte qu'on était au-dessus du vide, on ne tombait pas. On était en mode, pardon. Et dès que nos personnages disent, qu'est-ce qu'il y a en dessous de moi? Bah rien, donc tu tombes. Merde. Donc basiquement, on pouvait marcher dans le noir et traverser des gouffres comme ça. C'est absurde. Bref, c'était le moment anecdote bizarre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On a fait ça, voilà. Et si on parlait un peu des jeux qu'on a reçus, de jeux vidéo, de jeux de rôle, par exemple. Voilà. On pourrait. De quoi qu'on parle? On a un jeu de rôle, on a la Terre du Milieu ou du Flabbergasted? Qu'est-ce qu'on fait? Dans quel sens? Ah, c'est pas la même ambiance. Ce sera pas la même ambiance, non, tout à fait. Mais ce sera pas forcément ça promet d'être un petit peu joyeux quand même, minimum. Enfin, plus lumineux que ce que je présente d'habitude. Je vais être coupable. Bah, j'y vais si tu veux. Tu vas? Incroyable. Je vais tester cette technique de malade parce que vous avez vu le changement de caméra la dernière fois. Donc, j'ai remis mon ancienne cam sur un pied. Oh là 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 là. J'ai plus qu'à changer l'USB. Donc, normalement... la technologie, il est fou. Cette cascade est réalisée par des professionnels. Ne faites pas ça chez vous. Oui. Au moins, comme ça, vous pouvez continuer de m'entendre pendant que je fais ce changement. En espérant que ça marche. Bon, oui, ça va marcher. Oui, alors, on s'en fout de moi. Hop, voilà. Et vous avez donc Flabbergasted. Et cette caméra, j'ai vraiment fait des lives avec. Voilà, donc c'est un petit livre vraiment, alors un peu gros par rapport à ce que j'ai lu du petit format maintenant, donc édité chez Akileos. Et tac, donc je vous montre vite fait, Il faudra juste parler un tout petit peu plus fort. Comme ça? Est-ce que comme ça va ou pas?
C'est léger ou parce que là, on entend. Je pense que ton son n'est plus pris par le micro. C'est bizarre. Alors attends, je vais le vérifier. Audio. Et là. Ah, mais là, c'est parfait, c'est beau, c'est cristal. Voilà. Donc, Flabbergasted, donc écrit et conçu par Fleur et Chelsea Sciortino, donc 2 femmes. Voilà, donc on a les crédits pour la version française, donc traduit par Sandy Julien Drouet. Voilà. Avec une. Alors, j'adore la charte graphique, j'adore vraiment les illustrations. Est-ce qu'on peut citer. Alors, attends, de qui il s'agit? Andy Bennett, Desert Rose et Fleur Sciortino. Voilà. Donc, c'est un jeu, vous voyez quand vous voyez l'illustration, ça se passe dans les années folles, dans les années 20, mais des années 20 imaginaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas les problèmes de racisme, de la société divisée, on n'est pas aux portes des années 30, voilà, tout va bien. Tu vois, la société, elle est mixte. On se pose pas, voilà, on n'est pas dans la réalité historique. Hein. Et on va jouer des gens qui ont beaucoup trop d'argent et de temps libre. Dans une petite ville, et on a déjà le décor qui est planté, qui s'appelle Peccadillo, qui est à la fois inspiré de Londres, Paris, un petit peu tout ça, où on va juste s'amuser à occuper notre oisiveté par un club. Donc on peut choisir le club, il y a toute une partie là-dessus. Le faire monter en réputation et puis vivre des intrigues un petit peu à la Bridgerton, un petit peu à la Downton Abbey. Avec plein d'intrigues qui ne sont pas forcément, on va dire, légales. Voilà, on peut jouer avec la loi aussi. Hein. Si certains se rappellent de l'épisode de Monsieur Pamuk dans Downton Abbey. Hein. Oh, ah oui. Oh, c'est pointu comme référence. Oui. Mais je veux qu'on reste youtubable. Vu ce qui s'y passe. Vous rechercherez, c'est dans le tout début de la saison. Ouais. Voilà. Donc, on a une vue d'ensemble. On a, alors ça, j'aime beaucoup, des petits encarts ici pour expliquer, sous forme de notes scotchées. Et ça met vachement bien en avant ce dont on a besoin. Donc, ça va se jouer avec des dés à 6 faces. Voilà, on nous explique ce qu'est le jeu de rôle. On nous explique le terme. Donc, le FJ, c'est un réalisateur. On est vraiment dans une fiction. On nous donne des recommandations, des inspirations. Alors, j'en connais aucune, si à part Downton Abbey. Mais Jeeves and Wooster, l'imitable Jeeves et Au secours et Allez-y Jeeves, voilà. Maître et Valet, North and South, voilà. Gatsby le magnifique, mais on peut aussi avoir une inspiration Agatha Christie ou quelque chose comme ça. Voilà, ça je l'ai dit. Le ton d'ensemble, c'est la légèreté. Il faut que ce soit rigolo, il faut que ce soit comique. Et donc, on a ce concept d'échouer vers l'avant. C'est-à-dire que quand on échoue, c'est pas juste on s'arrête et puis voilà. Ça veut juste dire que la manière dont tu t'y prends, c'est pas la bonne. Réessaye d'une autre façon et puis peut-être que ça va amener une péripétie qui va faire évoluer le scénario dans une autre direction. Voilà, par exemple, vous devez absolument choper ce train, vous n'y arrivez pas. Eh bien, c'est pas grave, vous avez qu'à voler une voiture. Oui. Voilà, et donc, parce qu'il faut absolument que vous soyez à votre destination avant votre rival ou je ne sais pas. Donc, faudra se trouver une solution, mais voilà. On n'échoue pas, c'est pas une porte fermée, c'est une opportunité vers autre chose. On échoue vers l'avant. J'aime beaucoup cette idée-là. Qui n'est pas nouvelle, hein, on la voit aussi dans d'autres jeux. Donc là, on nous explique donc le réalisateur, ce que c'est, les protagonistes, qu'on va jouer un club et qu'on va jouer un épisode. Parce qu'en fait, dans cette image-là en plus gros, je vous la remontrerai. Mais en gros, l'idée, c'est qu'on va jouer en saison avec un épisode 1 qui va peut-être avoir une session 1, un épisode 2 qui va se jouer en 4 sessions, un épisode 3 en 2 sessions. C'est vraiment fait. Alors, il y a plein d'accroches pour jouer en one-shot, mais il y a aussi l'idée d'une intrigue principale avec l'épée de Damoclès pour essayer de créer un fil rouge.
Voilà, donc notre casting, c'est notre personnage. On va choisir notre archétype et en fait, on a 4 archétypes. Ces 4 archétypes, alors ça va sans dire, mais en gros, on nous conseille de jouer avec 4 joueurs à table, pas plus, et de préférence des archétypes différents. On lui donne son nom, sa profession, etc., etc. Donc nos archétypes, nous avons l'aristocrate. Donc l'aristocrate, il est noble, il a un titre de noblesse et il va avoir des coups de pouce qui sont ses capacités spéciales. Alors, il en a 4 à la création, parmi toute une liste, il pourra en débloquer avec l'XP. Certains de ces coups de pouce, pour le moment, ils sont à usage unique. Si on veut l'utiliser plusieurs fois dans la partie, il faut le prendre 2 fois. Donc, par exemple, pour l'aristocrate, il y a faire un caprice. Comment ça? Mais moi, je veux du thé Earl Grey, vous n'avez que du thé Darjeeling, mais je ne suis pas d'accord. Voilà, voilà. Et ça crée un esclandre, et pendant ce temps-là, vos amis peuvent discrètement partir au loin parce qu'ils n'étaient pas censés être dans la pièce où ils sont. Voilà. Vous pouvez faire une discrétion avec une diversion avec ça. Il y a aussi le « savez-vous seulement qui je suis ?» Et que vous ne pouvez pas parler comme ça, je suis le second fils du baron Hemsworth, machin, enfin, des choses comme ça. Et à chaque fois, ces coups de pouce, ils peuvent s'accompagner d'un gain en scandale ou d'un gain en dignité. Et ça, c'est les 2 bords d'une même jauge qui va représenter notre standing. Et nos personnages, ils vont plutôt essayer soit d'être super scandaleux, soit d'être super dignes. Et ça va jouer sur la façon dont les autres personnages, les PNJ, vont interagir avec. Si tu as plus 10 en dignité, tu peux être reçu par la reine. Si tu es scandaleux, non. Tu peux jouer un personnel, donc c'est-à-dire un domestique, c'est à ça qu'on pense en premier, mais pas seulement. C'est quelqu'un juste qui a l'habitude de travailler, quelqu'un du peuple. Ça peut être aussi quelqu'un qui va être barman, qui va être commerçant, qui va être professeur de musique, vendeur, vendeuse, tailleur, etc. Le personnel, c'est quelqu'un qui a des clients, des gens à servir et qui a des obligations. Voilà, donc il y en a différents. Il y a le par ici, je vous prie, qui vous permettent de comprendre un petit peu comment fonctionnent les bâtiments, parce que vous avez forcément connu soit des grandes maisons, soit des entrepôts qui font des kilomètres de long. Donc vous savez à peu près, vous savez vite vous retrouver dans un grand bâtiment. Les murs ont des oreilles, donc ça c'est, vous pouvez jouer sur les rumeurs, etc. Enfin, il y a toute une liste, je ne vais pas tous vous les faire à chaque fois. Hein. La nantie, alors la nantie, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de sous, mais qui n'est pas noble. Voilà. Elle a un revenu considérable, elle a peut-être hérité, mais elle n'est pas aristocrate. Voilà, donc dans les coups de pouce, il y a VIP, on vous connaît, vous avez des coups de chance, vous pouvez être universitaire, vous avez une cuillère en argent dans la bouche, enfin des choses comme ça. Et puis vous avez la bohème. Alors là, c'est l'artiste. Voilà, c'est l'artiste vagabond, aventurier, quelqu'un qui renonce à la norme et qui s'amuse dans la société. À chaque fois, donc, ces personnages, ils ont un trait ou dans lequel ils sont particulièrement forts, et ils ont ce qu'on appelle des readies. Alors, readies, c'est l'argent disponible. On ne va pas juger votre revenu avec ce que vous gagnez, on ne juge pas votre train de vie, mais ça, c'est l'argent que vous pouvez vous permettre de dépenser à chaque scénario. L'aristocrate en a plus que le personnel. Même si le personnel peut être amené à négocier son salaire avec son employeur. Voilà, donc quand on remplit nos fiches, je ne sais pas si vous voyez bien ici, voilà, on a plusieurs traits. Donc en fait, c'est nos caractéristiques. Alors, ce qui est un peu perturbant, c'est qu'ils sont doubles à chaque fois. Il y a audace et persuasion, qui va être un peu tout le côté charismatique, culture et étiquette, méninge et clairvoyance, créativité et passion. Voilà. Donc là, c'est un aristocrate. L'aristocrate a de base 2 crans en culture et étiquette et 1 cran dans tous les autres. Le bohème, il va avoir plus en créativité et passion. On va voir donc nos readies.
donc notre agent de départ. On va avoir notre état. En fait, pour les blessures, on peut être soit valide, soit esquinté, soit blessé. On peut avoir des sous-porte-bonheur. Bah, c'est l'équivalent des drama points, des... Je ne sais pas comment on peut l'appeler, des points de destin, des choses qui nous permettent de réussir des actions quasiment automatiquement. Des petits défauts, donc ils disent un surnom qu'on peut gagner aussi avec le scénario. Notre jauge pour aller vers la dignité ou vers le scandale. Et puis, bah, on peut faire notre petit pitch pour avoir nos origines, un dilemme, et puis des objets souvenirs qu'on a pour nous, qui peuvent nous rappeler, qui servent en fait à construire le passé du personnage en fait. On prend un défaut ou un vice aussi. Alors, il y a toute une liste qui est mise. Le dilemme, c'est un fardeau qui prend de la place dans notre temps. Par exemple, vous avez, je ne sais pas, vous êtes aristocrate et vous avez une femme qui est kleptomane. Il va falloir la sortir de prison et inventer tout un speech pour qu'elle n'ait pas d'ennui, quoi. Voilà. Blablabla, ça c'est le trait, ça c'est le reste de la feuille des personnages, j'en ai parlé. Améliorer notre protagoniste, si, ça c'est intéressant. Donc, à l'issue d'un scénario, quand on a le générique de fin, donc à la fin d'un épisode, pas d'un scénario, à la fin d'un épisode, c'est-à-dire quand on a fait toutes les séances de cet épisode, soit on peut choisir un nouveau coup de pouce ou améliorer un qu'on a déjà. C'est-à-dire que soit on peut l'utiliser plusieurs fois, soit on peut, par exemple, une éblouissante représentation, c'est qu'on est très doué avec un instrument, bah, vous pouvez rajouter un instrument supplémentaire. On peut aussi augmenter un trait de notre personnage, ou on peut recevoir un surnom. Et le surnom, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que, par exemple, si ça ne se fait pas à la création de personnage, ça se fait au fur et à mesure des parties, si on voit que notre personnage il a un certain tempérament, si notre personnage a un certain tempérament, eh ben, il va mériter un surnom et on va considérer que quand son surnom s'applique, il réussit automatiquement. Voilà, par exemple, quelqu'un qui aurait l'habitude de, je sais pas, de provoquer des incendies à chaque fois qu'il passe, bah, si jamais il y a un truc à faire cramer, on va pas lui demander de jet de quoi. Voilà. Ensuite, on va créer notre club. Le club, c'est une création commune de l'ensemble des personnages et puis ça va être la source de plein d'intrigues. Alors, on peut choisir ce qu'on veut. On a quelques exemples qui sont donnés. Il faut lui donner une devise, il faut qu'il ait un club rival, faut qu'il ait un fâcheux problème. Au départ, vous êtes fauché. Alors, dans les exemples, par exemple, il y a la bonne société. Ah. Qui a pour devise God Save the Tea. Voilà. Et qui sont rivaux avec les forts de café. Voilà. Mais à se taper dessus. Voilà. Il y a aussi les couches-tard, qui eux, c'est la nuit est encore jeune et nous aussi. Eux, ils ont limite un bar clandestin dans leurs locaux. Ils sont très ennemis avec les propres sur eux, qui eux font des dîners chics avec des personnes recommandables. Mais les personnes recommandables, elles sont chiantes. Donc nous, on préfère faire la fête avec une musique très à la mode et très récente qui s'appelle le jazz. Oh là là, un peu trop avant-gardiste. Il y a les amins chabalais, voilà, donc c'est des aviateurs qui essayent de fabriquer des trucs mais qui ne volent pas encore, qui se font beaucoup moquer par les mains dans le cambouis, qui eux sont des gens qui font des courses automobiles, enfin voilà, vous aurez compris. Et c'est prétexte à plein de chicaneries et de compétitions entre les deux clubs rivaux, et puis à se lancer des défis. Et ça, c'est vrai que j'avais oublié ce détail, c'est dit à un moment dans le bouquin, dans le Tour du monde en 80 jours, le pitch de départ, pourquoi est-ce que le héros décide de faire le Tour du monde en 80 jours? C'est un défi qu'on a lancé à son club. En disant, vous n'êtes pas chiche de le faire. Et il le fait. Donc, c'est vraiment cette ambiance-là. Bah tiens, c'est ici qu'ils le mettent. Voilà. Et puis, on a un fâcheux problème. Par exemple, le président du club a perdu toute la trésorerie au jeu. On a une énorme dette. Comment on va faire pour s'en sortir? Et donc ça, c'est le fil rouge qui, au fur et à mesure, va permettre de créer notre saison. Voilà. Et puis, petit à petit, au moment où on va augmenter
en renommée, on va pouvoir acheter des nouvelles pièces. Au départ, on a juste le salon personnalisé. Et puis après, on va recruter des membres, on va avoir des meilleures finances, et puis on va essayer d'améliorer ce club, par exemple en rajoutant une salle des trophées, ou en rajoutant une salle de danse, ou en rajoutant un vestiaire. Alors le vestiaire, c'est vachement bien, ça permet par exemple de pouvoir avoir une tenue adaptée à toutes les situations. Il faut que tu passes d'une invitation au thé chez la femme chez la duchesse machin chose, et après il faut que tu sois, je ne sais pas moi, en train de qu'est-ce que vous pourrez faire? Aller faire du tennis à Roland Garros, t'as la tenue. Voilà. Tac, tac, tac. Donc, tu as toutes les salles. Les salles, elles ont un coût en readies. Donc, les joueurs peuvent se cotiser pour acheter ces pièces. Mais il y a aussi une condition en termes de renommée. Et le top du top, quand tu es renommé niveau 13, tu peux avoir une piscine. Ça sert à rien, mais tu as une piscine. Voilà. Sachant que ça peut t'apporter des choses parce que les joueurs sont capés. On ne peut pas avoir plus de tant de points. Je crois que c'est pas plus de 4 points dans un trait. Si tu, par exemple, dans créativité et passion, si tu achètes le studio, tu peux continuer à développer tes arts et du coup, tu peux être autorisé à mettre 8, jusqu'à 8. Voilà, ça. Donc, tu es obligé d'augmenter ton club si tu veux augmenter ton personnage au bout d'un moment. Voilà, après on te présente donc Peccadillo, donc inspiré vraiment de Londres avec une très jolie carte. Et c'est un petit peu ce que je regrette, même si je pense que les souscripteurs ont dû l'avoir. Là, on a un plan. Il est... Non, on n'a pas d'autres plans ici. J'aurais bien aimé l'avoir en poster, honnêtement. Parce qu'en fait, en tout et pour tout, il n'y a que ce livre. On n'a pas d'écran, on n'a pas de poster, on n'a rien d'autre. Et donc, on a différents quartiers. Donc, on a le quartier avec les nouveaux gratte-ciel. Parce que les années 20, c'était aussi une période de construction de gratte-ciel. On a les docks, on a une petite banlieue tranquille, on a un endroit avec plein de bars, on a un endroit avec des très, très vieilles maisons, tu sais, le quartier chic de Londres, là, au centre, vers Buckingham, etc. On a les champs. Et puis, il y a d'autres endroits qui ne sont pas sur la carte, mais qui sont évoqués. Par exemple, on peut aller au bord de mer, dans une petite station balnéaire, etc., etc. Et donc, dans chaque quartier, on va nous donner une description du quartier et puis un site notable. Un endroit incontournable dans ce quartier où, disons que si on connaît le quartier, on est obligé d'y aller. Avec quelques petites aides de jeu au passage, parce que, par exemple, c'est dans... Monte Pike, oui, c'est ici. On a toute la liste, une liste des bars, pubs et nightclubs. Donc comme ça, à la volée, on peut retrouver un nom de bistrot, de tout ça. On a le prix des choses qui est donné. Voilà, plein de petites aides de jeu comme ça. Un répertoire des boutiques. Là, on nous donne les règles du jeu. Alors, les règles du jeu, c'est tout simple. On lance un nombre de dés qui correspond à nos traits, si on décide d'en utiliser un. 5 ou 6, ce sont des réussites et on compte les réussites. Ok. Voilà. Pour un niveau de difficulté ordinaire, on veut une réussite. Ardu, on en veut 2. Très ardu, on en veut 3. Voilà. Après, c'est au MJ de choisir la difficulté. On a quand même quelques tests opposés. Bon, dans ces cas-là, chacun lance les dés et puis on voit qui a le plus de réussite. Si jamais il y a égalité, c'est celui qui a le plus de dés à lancer à la base qui gagne. Et puis si l'égalité persiste, il faut essayer de s'arranger pour trouver une situation où ils arrivent à égalité. Ok. Voilà. Voilà, les coups de pouce, le standing, donc ça j'en ai parlé. Et puis donc il y a ces fameuses sociétés secrètes. C'est-à-dire que si on arrive à la dignité max de 10 ou au scandale maximal de 10, déjà on gagne un coup de pouce en plus. Et en plus on est contacté par une société secrète. Donc il y a quelques exemples qui sont donnés en fonction de l'archétype que vous avez choisi.
Donc, on a la version dignité max du personnel et la version scandale max du personnel. Pareil avec le nanti, pareil avec l'aristocrate, pareil avec le bohème. Voilà. Donc là, ici, on nous explique vraiment comment créer une campagne, structurer un épisode, et puis écrire un scénario. Donc, on a quand même 70 amorces d'histoire qui sont... alors, elles m'ont pas toutes plu. En toute honnêteté, il y a des choses où, par exemple, celle-ci, une union tendue, tu as deux personnes... en gros, la présidente de ton club et le président du club rival, ils décident de convoler en juste note. C'est comme vous vous détestez entre clubs, vous n'avez pas envie de fusionner avec ces crétins. Donc, vous essayez d'empêcher le mariage. Ouais. Bon, c'est pas le genre de scénario qui me plaît, mais il y en a 69 autres. Ok. Donc, c'est pas grave. Voilà, je vous avoue que je les ai pas tous lus. Mais ils sont assez cool. Et puis après, ça peut toujours être une base à partir duquel on peut adapter. Et à chaque fois, il y a plein de petites illustrations. Pardon. Voilà. Alors, et on a des amorces aussi qui ont été proposées par les fans. Donc, c'était lors du financement participatif. Alors, c'est par les fans du Kickstarter. Donc, c'est la version anglaise qui a été traduite. Voilà. Et puis, on a ici 2 saisons clés en main, 2 grandes lignes, avec l'épisode pilote, l'épisode 2, l'épisode 3, l'épisode 4. Et justement, on nous explique la structure, c'est-à-dire que le premier, c'est pour faire connaissance avec les personnages. En 2, on a un défi public. En 3, on essaie de tourner autour d'un des PJ. Un autre PJ, on essaie de régler notre fameux problème qui nous arrive. Un autre PJ, on essaie en fait de mettre la lumière à un moment sur chacun des PJ dans une saison. Avec quelques défis publics qui viennent s'intercaler, et puis voilà. Et puis un final. Là, ici, on a des clubs aussi qui sont déjà tout faits avec aussi une structure. On a un contexte bac à sable, Brabble Manor, où voilà, il se passe, vous êtes invité à aller dans ce manoir pour la grande fête du solstice d'été. Vous avez toutes les cartes, tout ce qui se passe. Et puis, plein de PNJ. Donc, il y a la propriétaire des lieux et puis tous les invités. Et puis, à partir de là, tu réunis une vingtaine de gens oisifs à la campagne. Il va forcément arriver des embrouilles. Et dans le dernier chapitre, là, on a le bric-à-brac. C'est vraiment toutes les aides de jeu, tout ce qui ne tenait pas dans le reste. Donc, l'argot local. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Dedans, je pense qu'il y a un livre que je vais offrir à quelqu'un qui est dans le chat. Mais tu vois, tu as des listes 200 mots désuets à remettre au goût du jour. Au dictionnaire du français argotique et populaire, pour utiliser des mots genre un gandin, mazette, un olibrius, des choses comme ça. Des expressions choisies aussi. Et c'est vrai que parfois, je trouve que notre langage il est de moins en moins fleuri. Mais ficelé comme un saucisson, bon, ça, c'est pas encore trop désuet, mais voilà, il y a des mots rares et précieux et d'autres choses qui sont un peu difficiles à prononcer. Donc voilà, on essaiera d'interpréter les personnages en utilisant ces mots-là pour vraiment donner une teinte 1920. Quoi. On nous présente les tenues aussi, avec la mode féminine, la mode masculine, les chapeaux. Et puis la gastronomie. Entre commander de l'eau qui fait rire, tu vois. Bon, il n'y a pas que de l'eau dedans, en fait. Oui, prohibition, tout ça, oui. Voilà. Et puis, donc, tu as les menus, les menus qu'on pouvait trouver dans les restaurants un petit peu inspirés de cette époque-là, les cocktails à la mode à l'époque. Et c'est vrai que si je me rappelle bien de ce que disait mon collègue qui était prof de cuisine et historien de la cuisine, c'est dans ces années-là qu'on a inventé beaucoup de recettes qu'on nomme traditionnelles.
C'est-à-dire que beaucoup de plats où on dit: «Ah, c'est la gastronomie française traditionnelle» et cetera, Mmh. ben, en fait, ça a un siècle à tout casser. C'est Mmh. pas c'est pas si traditionnel que ça. Heu, donc et justement, on avait fait un dîner, bah, fin 19e. Mmh. Heu, c'est là où il y avait, bah, les premiers éclairs dans une pâtisserie. La pâte à choux, tous ces desserts-là, ça date à peu près de cette époque-là. Et puis on a donc des tables aléatoires avec, plein de noms de PNJ, leur métier, leur description, on peut invoquer des personnages à la débeauté comme ça très facilement. Tous les contributeurs et ils sont alors je ne sais Ah pas oui, si c'est ça, mais ça c'est donc tous les contributeurs de la version, VO et ça ce sont les ouais. contributeurs français, enfin version française. Et il me semble si vu le nom, vu qu'ils sont répartis en différentes Mmh. catégories, je pense qu'ils sont répartis par, contrepartie. Ah ouais, OK. Oh, ça a bien marché, hein. Ah ouais? Et puis à la fin, bah, on a toutes les feuilles, pour, faire, bah, notre club, l'améliorer, les feuilles de perso et puis les plans si on joue dans le manoir et quelques endroits pour la prise de notes, même si, je ne me sens pas du tout d'écrire dans ce livre. Voilà. Et donc tout ça, je disais pour 42 €. Donc c'est correct. Après, je regrette un petit peu qu'il y ait pas d'écran. C'est pas que j'en ai forcément besoin, mais c'est que tu vois, tu veux rechercher une information, ben, faut tout revenir, parcourir, quoi. Donc je vais m'en bricoler un avec des post-it et puis ça ira très bien, mais voilà. Après ce compte PDF, ben, voilà, vous pouvez peut-être accéder aussi plus facilement aux cartes, parce que là, c'est vrai que la carte de Peccadillo, elle est sur 2 pages. Je sais même plus où elle est. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions dans le chat. Voilà la carte. Non, il y a pas de question, je crois. Cette carte, elle est magnifique. Elle est magnifique, ouais. Et puis, bah, il y a trop moyen de faire des scénarios, Moi, j'ai déjà le cerveau qui part en Mmh. cacahuète à imaginer plein d'aventures et c'est léger, ça se veut léger. On peut faire des choses vraiment, abracadabrantesques et c'est le principe du jeu, quoi. Voili voilou. Parfait. Alors, bah, du coup, au moins, vous avez entendu, c'est en boutique actuellement. Oui, c'est vrai qu'au départ, j'avais du mal à le trouver, sur internet puisque, des fois il est vendu comme un livre par certaines boutiques en ligne. Et puis, bah, j'ai juste, bah, en passant chez mon ludicaire, je lui ai demandé: «Tiens, il y a moyen que tu me le commandes?» Il a fait: «Oui, pas de souci, ça passe par, Matago si je me trompe pas» D'accord. et donc il l'a trouvé. Donc Voilà, Matago, toutes les boutiques de jeux y ont accès. c'est ça. Ah, une question, standalone ou des suppléments scénarios sont envisagés? Je J'avoue, n'en sais on rien. va se renseigner, on mettra l'information, Ouais. en Mais commentaire. déjà, en standalone, tu as énormément de choses. Ça me surprendrait pas qu'il y en ait, parce qu'il a extrêmement bien marché. Et puis tu as plein de décors qui sont juste suggérés sans avoir d'intrigue associée dedans. Mmh. Mais, je pense à la station balnéaire, voilà, hein, que la promenade des Anglais, Mmh. ça a aussi eu un essor Et à voilà. ce moment-là, hein. Donc je pense qu'il y a moyen d'avoir des pas mal de choses, ouais. On va se renseigner. OK, merci pour ce retour sur Flabbergasted. Voilà. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, vous mettez-les dans le chat, on y répondra, en cours de route. Bien, 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 bien. Alors, on était dans les années 20, c'était beau, c'était coloré, c'était le voilà. On va partir ailleurs. On va partir d'une ambiance radicalement différente. Moi, je vous amène dans les terres du milieu dans la terre du milieu, littéralement, voilà. Je vais vous parler de l'anneau unique
Realms of the Three Rings, donc en fait les royaumes des trois anneaux. Donc si vous avez suivi l'histoire, ça va parler des royaumes elfiques. Voilà, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi Tolkien ou les séries ou les bouquins. Voilà, on va parler de ça. Donc, je mets juste ça en plein écran pour vous partager le truc. Parce que ce que je vais vous montrer, c'est le service presse envoyé par Free League. Voilà. Hop, 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 pas de bêtises, pas de bêtises. Je n'aime pas faire de bêtises. C'est le bon truc. Shazam! C'est beau, hein? Donc, pour vous présenter, le bousin, donc on est sur un bouquin. Voilà. Ce sera c'est du couverture rigide. Ça fait 144 pages pour. Alors, sur Free League, sur leur site suédois, il est à 38 € et des brouettes parce que c'est en couronne suédoise, donc c'est pas vraiment en euros, c'est compliqué. Comptez 39,90 € le classique pour le jeu. Donc ça fait quand même 40 € pour 140 pages, ça fait un peu cher. Oui, on est d'accord, mais bon, c'est les prix Free League, au bout d'un moment, il faut s'y faire. Donc, de quoi que ça cause? Eh bien, l'anneau unique, cette deuxième édition de l'anneau unique, parce que c'est pour l'anneau unique, hein, bah, on a eu quelques suppléments. On en a parlé avec Fred, parce que là, on est sur l'Eriador, donc sur l'Art Nord, l'Eriador, cette région qui est quand même c'est la région à l'ouest de la Terre du Milieu, hein, et une région qui est quand même un petit peu dévastée, un petit peu déprimante. Il s'y passe pas grand-chose de bien, on va pas le cacher, parce que c'est quand même une région qui est basiquement ravagée par les épidémies, par les guerres, ce genre de choses, hein. On rappelle que, à part la comté et Foncombe, il y a pas grand-chose et que la nation la plus puissante, elle s'appelle Angmar, la terre d'un mec qui s'appelait le roi sorcier d'Angmar. Vous savez, chef des Nazgûl, tout ça. C'est pas les meilleurs voisins possibles dans le coin. Bref, on a eu un peu de tout et on a un supplément sur les royaumes elfes. Pourquoi? Parce que cette région de la Terre du Milieu, elle regorge de ruines elfiques. Les elfes y sont vraiment, vraiment impliqués. Voilà, nous sommes dans l'Eriador. Voilà la carte sur deux côtés, hein. Ça, ce sont les monts brumeux, hein. Vous avez la Moria, le col de Caradras. Vous connaissez le principe, vous avez vu les films, hein, vous n'êtes pas trop perdu. Là-bas, c'est le Rouen, donc si on fait tout le tour, il y a même Isengard, vous savez, Saruman. Type sympa, un peu louche, mais c'est pas grave. Donc, on va surtout se concentrer là, sur la côte. Parce que les elfes, ils aiment construire des bateaux. Ils sont arrivés de loin. Les elfes, ils sont pas originaires de la Terre du Milieu, hein. Hein. Certains si, mais il y en a quand même beaucoup qui viennent des Terres Immortelles. Terres Immortelles, c'est l'ouest. C'est loin, loin, loin à l'est. Genre une dimension en plus à l'ouest. Voilà. Donc, au deuxième âge, euh, il y a eu quelques soucis chez les elfes. Il y avait plein de petits royaumes elfes. Il s'est passé un truc un peu compliqué quand l'un d'entre eux, un mec super balèze qui s'appelle Celebrimbor, s'est dit tiens, si je forgeais des anneaux qui donnent des pouvoirs. Voilà. Euh, la série Les Anneaux de pouvoir, hein, raconte à sa façon les événements dont je vous parle. Donc tout ça, on sait très bien qu'après ce moment-là, c'est le moment un peu gênant de la Terre du Milieu. On a créé des anneaux de pouvoir pour toutes les races, on connaît le principe, hein, 3 pour les elfes, 7 pour les nains, 9 pour les hommes. Il y a un moment, c'est parti en vrille. Un en secret pour Sauron, parce que il est méchant. Bref. Et les elfes, les royaumes elfes se sont fait un peu casser la tronche. Voilà. Du coup, maintenant, on va regarder, au troisième âge, qu'est-ce qui reste des royaumes elfes, qu'est-ce qu'on peut jouer, qui on peut voir, qu'est-ce qu'on peut faire comme intrigue là-dedans. Parce que c'est surtout à l'ouest de la Terre du Milieu qu'on va les rencontrer. Donc voilà, on est sur un petit bouquin, encore une fois. Alors, écriture par Gabriel Quaglia et Francesco Nepitelio. Donc déjà, moi j'ai envie de dire ça part bien. La couverture, c'était Antonio De Luca, hein, vous avez vu, c'est celle-là, elle est magnifique. J'adore le style illustrateur sur cette gamme. Quand c'est lumineux, c'est splendide. Quand c'est sombre, on voit rien du tout. Et à l'intérieur, Antonio De Luca, Federica Constantini, Ivana Abbat, Michel Galavotti, Alessio Greco. Vous allez voir, il y a des illustrations absolument somptueuses, parmi les plus belles de cette gamme, de cette V2. Donc, voilà. On a rapidement la petite table des matières, parce qu'en fait, comme tous les suppléments régionaux, hein, de cette V2 de l'anneau unique, on va se concentrer sur une partie histoire. Donc, on va se concentrer sur l'histoire des elfes au second âge et au troisième âge, hein, les différents royaumes dont on va parler. Bah, en fait, il y en a trois, hein, parce que 3 anneaux elfiques, 3 royaumes elfes. Voilà, c'est bien foutu quand même. Voilà. On va vous proposer ensuite des pistes, des fils rouges que vous allez pouvoir intégrer à vos campagnes, plus ou moins décrits, hein, ça reste assez léger, histoire que vous puissiez les intégrer à vos campagnes sans aucune difficulté.
Et ensuite, les landmarks. Les landmarks, ce sont des lieux un petit peu isolés, pas des lieux majeurs dans le sens où il y a une campagne qui tourne autour, mais c'est des lieux où on va avoir un petit background, une petite histoire, quelques petits plans si on veut jouer dedans et des impadis parce qu'on va pouvoir jouer des cultures en plus. Voilà. Donc, c'est parti. Allez, l'introduction, donc on va vous parler des royaumes elfes. Alors les illustrations, encore une fois, elles sont magnifiques vraiment. Donc, on va raconter un petit peu d'où viennent les elfes, comment ça s'est passé. Bon, bah l'histoire, le premier âge, voilà, les premiers nés, tout ça se passait bien. Morgoth, seigneur du mal, le big boss du mal, il a fait n'importe quoi. Ça s'est moins bien passé. La guerre de la colère qui finit premier âge, ça s'est très très mal passé. Quand on sait que le Beleriand, donc basiquement la moitié de la Terre du Milieu, a fini sous les eaux, littéralement, elle n'existe plus. Voilà, reste pour lire. Donc la moitié les royaumes ont disparu, donc les elfes sont un petit peu en mode c'est compliqué. Les quelques factions elfes s'en sortent tant bien que mal, parce que quelque chose qui n'est pas forcément bien rendu dans les films de Peter Jackson, c'est qu'il faut comprendre que les elfes, dans la Terre du Milieu, c'est pas une faction unie, loin de là. De toutes les factions de la Terre du Milieu, c'est peut-être celle qui est la plus divisée, vraiment. Bon, il y a les humains, mais bon, ouais, on est partout, donc ça compte pas. Mais les nains sont globalement, c'est quand même globalement les nains, c'est une faction soudée, hein. Ah, c'est un peu les cousins un peu teigneux au repas de famille arrosé, mais c'est la famille. Les elfes, comment dire que l'histoire des elfes en Terre du Milieu, elle a quasiment commencé par un génocide? Voilà, je pose l'histoire, voilà, directement, hein. Lisez le Silmarillion si vous voulez plus d'infos, mais sachez que, il y a la famille d'un mec qui s'appelle Fëanor, le mec, the big guys, la tête d'affiche des elfes. Il s'est pointé, il a fait: «Ça, c'est à moi, je brûle tout». Petit génocide. Une certaine Galadriel fait partie de sa famille, donc depuis, elle ferme un peu sa gueule. Voilà. Parce qu'on lui a fait remarquer que c'est pas très bien ce que tu as fait. Voilà. On explique un peu plus les détails pourquoi après, hein. Je schématise au maximum. Les fans de Tolkien, s'il vous plaît, ne venez pas brûler ma maison. Voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails, sinon on en a pour 6 heures. Et vous allez énerver Fred, et ça, je veux pas qu'on énerve Fred. Donc, on va vous expliquer ensuite au second âge comment ça se passe, la guerre des elfes contre Sauron, principalement, la création des anneaux de pouvoir, ça va tourner autour de ça. La chute de Numénor, et on arrive au troisième âge, et ensuite, l'approche de la bataille finale, vous savez, celle qu'on voit dans Le Retour du Roi, parce que bah, les elfes pressentent que ça va finir par péter vraiment, les humains sont en mode mais j'y crois pas des masses. Les nains sont en mode c'est pas mon problème. Les hobbits, c'est quoi le mal? J'étais pas là, moi j'ai pas vu le mémo. Les elfes sont un peu en mode ça fait comme 8000 ans qu'on sent que la douille arrive. Ce serait bien de prévoir un plan B, genre fuir. Voilà, on laisse tout le monde en plan. Chacun s'abrutit, hein, voilà. Donc l'âge des elfes termine, voilà. Du coup, vous allez avoir un petit côté sur, un petit chapitre sur le pouvoir des anneaux. On va parler des anneaux parce qu'il y a 3 porteurs d'anneaux, 3 royaumes. Il y a un lien, hein. Voilà. Qu'est-ce que ça implique? Par exemple, qu'est-ce que les anneaux majeurs des elfes ont impliqué dans leur société? Les changements qu'ils ont induits dans les différents royaumes elfiques? Et puis, qu'est-ce que ça fait, de en fait, de jouer un elfe à cette période? Et mine de rien, c'est pas idiot du tout parce qu'aucun bouquin actuellement, de la gamme de l'Anneau Unique ne vous explique ce que ça implique d'être un être immortel. Voilà. Pour qui les légendes, c'est pas une légende, c'était samedi dernier. Voilà, pour vous remettre un petit peu dans l'idée. Donc, on va vous parler, voilà, on va commencer par la description du Lindon. Donc, le Lindon, c'est peut-être le plus grand royaume elfique. Voilà, c'est l'ouest de la carte complètement. C'est très beau. Avant, c'était encore plus grand. Actuellement, c'est vraiment c'est la côte. Et surtout, c'est principalement connu dans l'Anneau Unique pour cette petite zone-là, hein, le Halond et le Nevlond. Highland pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle les havres gris. Les havres gris, le port principal de la Terre du Milieu. C'est là qu'on prend un bateau, hein. Basiquement, si vous voulez, le ferry de 17 heures pour les Terres Immortelles, c'est là qu'il faut le prendre. Vous les avez vus dans le film du Retour du Roi. C'est là que Frodon, Bilbo, Galadriel, enfin les porteurs des anneaux décident de repartir. C'est cet endroit-là, voilà. Et ben là, on va pouvoir y jouer. Donc, on vous explique un petit peu le Lindon, qu'est-ce que c'est, même si 90% de la description du Lindon se concentre sur les havres, donc sur ces 2 ports séparés qu'on appelle les havres, ils sont 2. Voilà. C'est surtout là-dessus qu'on va se concentrer. Donc, qu'est-ce que c'était? En mode, c'était incroyable à l'époque. Voilà, je rentre pas trop dans les détails. Il a été divisé et surtout maintenant les havres gris, quelques illustrations très jolies, ma foi. Et puis voilà.
Donc, d'un côté, vous avez Island, donc la partie la plus ancienne, la plus réduite, qui est plutôt centrée sur comment dire, les elfes. C'est un port principalement chez les elfes. Voilà, hein, c'est pour eux. C'est à eux, voilà. Ça fonctionne très bien, mais bon, point trop de races inférieures, s'il vous plaît, chez nous. Donc, on vous explique un petit peu comment ça marche. Vous allez avoir une description de la ville, vous avez vu, hein, le petit plan et tout, des petites idées de scénarios ou d'objets et surtout des PNJ que vous allez pouvoir rencontrer, des personnalités. Donc autant des personnalités de premier plan de la cité, hein, comme genre la personne, le chef de la garde, chef des portes, les forgerons. Et là, quand on parle des forgerons, on vous parle des grands forgerons elfiques. Attention, hein, ceux qui vous forgent des côtes de mailles en mithril. Voilà. Les fers à cheval, c'est pas trop leur délire. Donc là, on va parler au niveau des légendes, des trucs qui prennent du temps. Donc quand vous leur demandez quelque chose, un travail particulier, vous l'aurez pas dans votre campagne. Ces objets légendaires. Le type, il va vous faire, vous demander une épée. L'épée, il va la forger, ça va lui prendre 50 ans. Mais elle sera incroyable. Mais en 50 ans. Bon bref, on assiste d'ailleurs un petit peu là-dessus. Sur le fait que ça prend du temps chez les elfes. La perfection, voilà. La petite table aléatoire parce que si on veut aller au marché et qu'on veut rencontrer des gens et tout. Donc, en faire peut-être un hub pour jouer. Un petit peu comme l'était la ville du lac dans la première version de l'anneau unique. Voilà, ce lieu où on peut venir d'un peu partout, on va rencontrer un peu tout le monde. Ça marche toujours très bien. Donc, on a tout ça, et ensuite on va passer au Nevlond. Voilà. Le Nevlond, qui est un petit peu le port numéro 2, le plus grand, le plus cosmopolite, et surtout le plus réputé. Pourquoi? Parce que c'est là que vit un certain Círdan. Círdan, le maître charpentier, l'un des peut-être l'elfe le plus sage de la Terre du Milieu. Voilà, Mister Badass comme on l'appelle, hein. Pas en public, ça le fait pas, mais bref, aussi appelé l'un des premiers porteurs des anneaux elfiques. Petit anneau qu'il a filé à Gandalf. Je vous spoil pas trop, hein, mais vraiment vous avez un petit peu compris. Et c'est peut-être l'elfe le plus vieux actuellement en Terre du Milieu. Juste ça. Tellement vieux que d'ailleurs c'est le seul elfe que Tolkien a décrit avec une barbe. C'est vous dire. Alors qu'à côté, vous en avez certains, ils ont 12 000 ans, il n'y a pas un poil. Mais lui, il a une barbe. Il est né vieux, c'est vous dire. Bon, bref. On vous décrit un petit peu, voilà, ce que vous allez pouvoir croiser en ville. Donc là, surtout, on va parler, voilà, de Círdan, parce que c'est un petit peu la célébrité, de l'effet que l'anneau, que Narya, donc l'anneau du feu lui a fait, en positif, quand même, on précise, hein, les anneaux elfiques, c'était quand même des trucs plutôt sympas, et surtout les effets que ça a eu sur le port. Bon, un peu moins maintenant parce que c'est plus lui qui a l'anneau, hein, comme on a dit, hein, c'est un certain Gandalf. Donc on décrit tout ça, des objets légendaires que vous allez pouvoir, rencontrer, côtoyer et qui vous aideront, vous savez, pour ces petites actions entre les scénarios pendant les phases de communauté. Voilà, histoire d'avoir de gros bonus. Ça peut aider. D'autres personnages et tout. Les différentes maisons du Midland, donc là, si vous, quand vous voulez commencer à jouer un petit peu sur la géopolitique des elfes, allez-y, il y a de tout. Vraiment, vous avez toutes les grandes familles. C'est si vous voulez faire un scénario Game of Thrones, vous allez là-bas. Tout le monde est représenté. Il y a même des nains. Vraiment, sur place. C'est vous dire si tout le monde est accepté. On vous dit que parfois il y a des hobbits, mais c'est plutôt parce qu'ils se sont perdus. Voilà. Et parfois, il y a un mage gris qui se balade parce que voilà. Bon, j'avance un petit peu, voilà. Ça, c'était le premier royaume que l'on continue très bien. Et ensuite, peut-être le plus connu de tous les royaumes elfes, Rivendell, Foncombe. Comment on l'appelle maintenant que la nouvelle traduction? J'ai toujours pas lu la nouvelle traduction, je suis désolé. Bref, fond de combe. Enfin bref, si quelqu'un peut me le dire, mais en tout cas, la nouvelle traduction. Bref, Foncombe, donc la demeure. Fandeval, tout à fait. C'est joli, Fandeval, j'aime beaucoup. Donc voilà, on arrive à Fandeval, donc Rivendell, la vallée cachée, là où vit Elrond, ce que vous avez vu dans les films, et tout, voilà. Vous savez, là où il y a un certain Aragorn qu'on va trouver, une certaine Arwen qui va se trouver là. Donc on vous explique un petit peu comment trouver Foncombe, parce que c'est une vallée cachée, et du coup, on ne la trouve pas automatiquement. C'est-à-dire que même si vous la cherchez, même si vous avez le plan avec vous, vos personnages ne la trouveront pas. Il y a une méthode très particulière. Ça se mérite d'arriver à Foncombe. Voilà. Bon après, si le grand patron, il sait que vous arrivez, que
vous venez pour de bonnes raisons, pas de problème. Vous avez le pass VIP, il y a pas de problème. Sinon, ça va être compliqué. Donc petite description encore une fois, où là on se concentre vraiment sur le fait que c'est caché, hein. On insiste sur, on le voit pas, voilà. Donc ensuite Villia, l'anneau d'Elrond, tout ça, tout ça. On vous explique comment ça fonctionne. Ensuite des lieux sympas, il y a des petits lieux qui sont mentionnés peut-être une seule ligne dans les romans et là ils en ont fait des petits trucs vraiment vraiment agréables, ça fait plaisir. Donc même de faire une mini campagne dans Faucombe, c'est jouable, vraiment. Donc il y a de quoi faire, les petites descriptions, les plans, il y a des plans. Là par contre on a des plans parce que le palais d'Émeraude, là voilà, Last Hamley House, donc la dernière, je sais plus comment on appelle ça en français parce que j'ai toujours lu comme ça moi, mais bref, la demeure d'Elrond, là où on fait la fiesta. Ceux qui ont lu Le Seigneur des Anneaux, vous savez de quoi je parle, hein. Les 100 pages du Conseil d'Elrond qu'on s'est farci, qui sont qu'un calvaire où à peu près 90 des gens se sont arrêtés, je pense, ça décrit ce qui se passe là-dedans. Donc, on vous décrit un petit peu ça, le grand hall, ce qu'on peut faire. On peut rencontrer du monde, hein, vous inquiétez pas, vous allez croiser tout le monde, mais littéralement, hein, c'est Faucombe, dans ce bouquin, c'est le Tatooine de Star Wars. Tout le monde se trouve à Faucombe à un moment ou à un autre. Souvent, quand vous serez présent. C'est plutôt pratique. Voilà. Donc, on peut faire chaud de la musique et tout, parce qu'on aime bien chanter, on aime bien faire la fête chez eux, et ensuite description, des personnages. Et là, il y a du badass. Bah, bien sûr, il y a Elrond, parce qu'en général, quand vous cherchez des infos en Terre du Milieu, qui c'est qu'on va voir? Qui a la plus grande bibliothèque de la Terre du Milieu? Bah, c'est Elrond. Voilà. Parce qu'il a probablement écrit lui-même tous les bouquins. Parce qu'il était présent. Bon, et ensuite, on va parler d'Arwen. Arwen qui aura une place un petit peu importante dans ce bouquin, j'y reviendrai après. Les fils Eladan Elrohir, Glorfindel qui est un petit peu l'Avenger des elfes et tous les autres. Le Mirubor parce que la bibine, c'est important chez les elfes. On aime se pitancher avec de l'alcool de zinzin. Il y a pas mal de références à l'alcool chez les elfes dans ce bouquin. Tolkien nous avait fait comprendre qu'ils aimaient déjà dans le Hobbit, le roi des elfes, hein, de la forêt noire, il avait des petits vins de rosée dans sa cave. Je peux vous dire qu'Elrond, il se refuse rien. Dans les descriptions, sa cave, elle vendrait du rêve à des hobbits. Bref, donc on vous explique un petit peu tout ça, des forgerons et tout, parce qu'on va pouvoir reforger des artefacts particuliers, surtout que Montcombe a une situation géographique qui fait que bah, c'est globalement la zone la plus proche de toutes les grandes ruines de ce jeu. Donc quand vous allez visiter des pays en ruine et tout, voilà. Tatooine oh, je l'adore. Voilà, je vous le mets à l'écran. Voilà, on dit plus Tatooine, mais Tatooine dans nouvelle trad de Star Wars, je valide, vraiment. Donc, vous avez tout ça, et je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai parlé des personnages et tout, mais à aucun moment nous n'avons parlé d'Aragorn ou de sa maman, parce qu'ils ne sont pas mentionnés là. Le livre de base mentionne la mère d'Aragorn, que vous allez pouvoir avoir comme patron, basiquement. Aragorn n'est pas mentionné, c'est un bouquin sur les elfes. Voilà, Aragorn n'y a pas sa place. Même s'il est genou. À ce moment-là, genou. Il a 40 ans. Le terme genou, voilà, voilà. Surtout qu'à ce moment-là, je crois il est au Rohan ou au Gondor à se faire passer pour je sais plus qui. Bref. Ensuite, la Lothlorienne, voilà, le royaume, pas forcément le plus connu dans la Terre du Milieu, parce qu'en général, les gens n'ont jamais entendu parler de ça, mais c'est le plus puissant royaume des elfes, parce que c'est la maison, le petit fief personnel de Galadriel et de son mari Celebrimbor, et à la différence des deux autres que j'ai mentionnés avant, si vous connaissez vos classiques, ils se mélangent pas beaucoup aux autres dans la Lothlorienne. On ne rentre pas, on n'en sort pas. La Lothlorienne, c'est la Corée du Nord de la Terre du Milieu. Voilà. C'est une frontière, c'est imprenable. Tu ne rentres pas. Il vous précise même que les autres elfes n'ont pas le droit de rentrer dedans. Voilà. Ils risquent d'avoir des gros soucis s'ils forcent l'entrée. S'ils n'ont pas d'excellentes raisons. Donc, on va vous expliquer un petit peu ce que c'est et la philosophie un petit peu particulière qui descend principalement des problèmes de Galadriel et Celebrimbor qui sont les deux big boss locaux parce que eux, ils ont fait des grosses conneries dans le passé et qu'ils le payent vraiment. Donc on parle aussi de Nenya, l'anneau de Galadriel, qui fait que, voilà, en plus de ses talents incroyables, on ne rentre pas dedans, on n'arrive pas à rentrer dedans. Les Malords, on vous explique un peu tout ça, le terrain, les différents personnages, hein, Aldir, tout ça, vous les connaissez. Des illustrations que j'aime beaucoup, qui changent beaucoup de ce qu'on a pu voir comme
représentation du palais de Galadriel. Souvent, c'est présenté comme une forêt unique, et des arbres, que des arbres. Mais là, il y a des prairies, des gens qui dansent et tout. Peut-être plus proche des bouquins, c'est un type d'illustration que je n'avais pas encore vu sur la Lothlorien, et je trouve ça très joli. Des chansons. Il y a pas de, bizarrement, dans la Lothlorien, il n'y a pas de table aléatoire de rencontre. On ne rencontre pas des gens dedans, mais on chante. Et on a des bonus quand on chante. Voilà, c'est majestueux, c'est solennel. C'est ça, le Lothlorien. Bon, et si vous essayez vraiment en train de rentrer dedans, ça va être compliqué de rentrer à Karsgaldon, donc le Grand Palais. Bref, les différents personnages que vous allez pouvoir rencontrer, il y en a beaucoup, et on arrive, voilà, aux 2 personnages incroyables, et ce qui est pour moi la plus belle illustration de l'Anneau unique, de cette édition de l'Anneau unique. Je trouve cette illustration de ces 2 seigneurs elfes incroyable, parce que là, ça respire la puissance et l'ancienneté chez ces 2 personnages. Vraiment, je trouve somptueux. L'illustration est somptueuse. J'adorerais l'avoir en poster. Vraiment. Donc Prix League, si par un hasard incroyable vous nous écoutez, s'il vous plaît, faites-le en poster, j'achète de suite. Voilà. Donc, description des 2 personnages incroyables, avec les petits trucs rigolos, histoire de vous mettre mal à l'aise. Hein, ils précisent qu'ils qu'ils se connaissent tellement bien qu'ils parlent quasiment par télépathie. Donc en fait, ils discutent entre eux, mais sans bouger, sans parler, sans cligner des yeux. Très perturbant pour les gens. J'aime beaucoup. Voilà. Ah, c'est pas ceux de la série Ring of Power, mais bon. On est sur la version, très sage et tout, donc on vous explique un petit peu comment les avoir comme patrons et tout, ce que ça va impliquer, parce que là, on change radicalement d'ambiance, hein, parce que si vous commencez à jouer avec ces 2 personnages, c'est-à-dire que vous jouez dans les intrigues de très, très, très haut niveau de la Terre du Milieu, qui seraient plutôt réservées à des personnages de très haut niveau. Voilà, parce que déjà, il faut mériter le droit, il faut déjà mériter une audience. Et il précise que, même les plus grands héros des royaumes voisins n'ont pas le droit, on les autorise pas à rentrer. Il va falloir mériter. Donc c'est clairement, ce serait une récompense de fin de campagne que d'enfin avoir le droit d'être présenté, à ces 2 personnes. Et ensuite, on va arriver un petit peu, dès Darken, donc en fait, c'est ces fils rouges que vous allez pouvoir intégrer dans vos campagnes. Avec ces petites illustrations, couleurs que je trouve aussi fort sympathiques. Donc on va vous expliquer, il va y en avoir quelques-unes qui vont tourner autour des elfes, systématiquement, et qui sont systématiquement d'une tristesse absolue. Les elfes, chez Tolkien, c'est un sujet triste, c'est un sujet mélancolique. Les elfes sont sur le déclin, ils vivent l'équivalent d'une dépression générationnelle. Éternelle. Bref, ils sont pas bien. On vous le fait comprendre, l'âge d'or, il est fini il y a des milliers d'années, et qu'un elfe qui fait une dépression, c'est une dépression qui le suivra pour l'éternité. Voilà, imaginez un petit peu ce que ça fait. On vous dit que chaque traumatisme qu'un elfe vit, il le garde pour l'éternité, il ne l'efface pas. Même eux, quand ils meurent, et qu'ils peuvent revenir, d'une manière un peu bizarre, hein, ils ont des points de destin un petit peu à eux. Ils vont pas dans les cavernes de Mandos, pas de n'importe à gauche ou de la porte à droite. Voilà, ils ont pas le reset. Non, ils recommencent avec tous leurs souvenirs et tous leurs traumas. Super côté éternel. Bref, et on va tourner un petit peu autour de ça pour ces scénarios-là. Donc, un petit truc avec, le péril de la dernière route. Donc la dernière route, c'est la route qui permet de traverser globalement tout l'ouest pour aller au Havre Gris et donc de quitter la Terre du Milieu. Qui était une route sécurisée et tout, et petit fil rouge, on va vous dire que, ben, ça passe, de pire en pire. Il y a toujours quelques petits problèmes, mais là, ça commence à y en avoir beaucoup et on aurait presque l'impression que c'est organisé tout ça. Qui est-ce qui est derrière tout ça? On se le demande. Spoiler alert, Sauron, il est dans toutes les petites magouilles, hein, voilà, c'est le Don Corleone de toutes les Saint-Lambrouilles, mais c'est pas lui directement qui fait ça, c'est pas les Nazgûl, ils ont autre chose à faire, hein, de l'autre côté de la map. Non, mais on va toucher à des esprits et bon, je spoil pas trop, mais ça tourne autour d'esprits, traumatisés, du regret principalement, ce genre de choses. C'est pas joyeux, mais c'est dans le ton et ça peut faire très peur à des personnages elfiques à votre table parce que globalement, c'est un aperçu de ce qui les attend s'ils restent sur la Terre du Milieu pour l'éternité. Elle est pas belle la vie? Enfin, elle est pas belle l'éternité? Bon, après, il y a des orques aussi qui font des trucs pas terribles, voilà. Donc, à chaque fois, vous avez description des différents PNJ, qu'est-ce qui se passe, quels sont leurs plans, leurs profils, et on reprend toujours cette petite chronologie pour, comme ça, vous pouvez intégrer ça à votre campagne sans trop de difficulté. Vu qu'en général, c'est un événement par an, en moyenne. Parfois, il peut y avoir 2-3 ans sans événement. Vraiment, c'est pour teinter votre campagne. Voilà. Un autre scénario qui va tourner autour d'un esprit un peu bizarre. Et oui, c'est un esprit maléfique.
que vous pouvez réutiliser. Franchement, il est super bien, cet esprit. Et qui va tourner autour du personnage d'Arwen et de ce qu'elle représente, parce qu'elle représente une sorte d'espoir. Voilà. Arwen, c'est l'étoile du matin. Comment c'est ça? C'est l'étoile du soir ou du matin? Je sais plus quoi. Even Star, Even, c'est le matin. Donc c'est l'étoile du matin. Et du coup, bah, bref, c'est la lumière d'espoir dans ce peuple. Et bah, il y a quelqu'un qui s'est dit, je vais la dézinguer, cette lueur d'espoir. Bref, tout à fait. Et une petite idée que je trouve très rigolote. Nous connaissons les aigles géants, hein, vous savez, ces envoyés des Valar en terre du milieu, ces individus incroyables, magnifiques, un petit peu le taxi, le Deus ex machina de Tolkien pour aller où, voilà, qui sont très loyal, très très bons. Bah, Sauron, il a fait l'inverse. Hein, il a créé enfin, Sauron, Morgoth, on sait pas trop, probablement Morgoth. Ils se sont dit, tiens, je vais faire des méga vautours. Bah, vous pouvez en croiser un. Donc c'est un vautour, sauf qu'il fait 7 mètres d'envergure. Voilà. Donc c'est sympathique. J'accélère un petit peu. Bref, il va y avoir plein de petits scénarios. Un très sympatoche également, qui va tourner sur le thème, en fait, du fait que les nouvelles générations d'elfes, à prendre avec de gros guillemets, nouvelles générations d'elfes, donc on prenait les elfes qui ont moins de 2000 ans, qui n'ont donc pas connu les guerres, sont parfois peut-être un peu nostalgiques de l'âge d'or des royaumes elfiques, et ils pourraient se dire, bah tiens, on pourrait repartir à la guerre, écraser les orques et revenir au pouvoir. Voilà. Et du coup, vous allez avoir un conflit entre cette jeune génération belliqueuse et la vieille garde traumatisée qui travaille en hurlant toutes les nuits à cause de ce qui s'est passé. Encore une fois, scénario absolument pas drôle, mais très fin et qui va nous offrir un nouvel aperçu de la société elfique qu'on n'a pas d'habitude dans le jeu de rôle, ni même chez Tolkien. De toute façon, chez Tolkien, s'il y a bien un truc dont on parle pas, c'est les jeunes. Les jeunes n'existent pas. On parle des vieux. Voilà. Si vous avez moins de 80 ans, vous n'avez pas vos chapitres. C'est la règle numéro 1 de tout ouvrage de Tolkien. Donc, on avance un petit peu plus. Il y a pas mal de PNJ, il y en a beaucoup et tout. Et puis après, c'est des intrigues que vous allez pouvoir poser ici et là. Des petits fils rouges, des petits synopsis sympathiques, mais pas révolutionnaires. Voilà. Vous attendez pas à une histoire incroyable en disant oh mon Dieu, j'ai jamais pensé à ça. Non. C'est souvent, quand on joue à l'anneau unique, des idées de scénario qu'on a déjà eues, mais on se dit je sais pas trop le placer ou quoi que ce soit. Bah là, en quelques lignes, c'est ok, bah en fait, ça se passe là avec telle personne. Ok, c'est du pré-mâché, allez-y. Et on arrive les landmarks qui sont ces lieux un peu plus décrits. Voilà, histoire d'habiller un petit peu ce côté-ci de la Terre du Milieu qui, malgré tout, reste bien vide sur cette map. Cette map, elle reste encore bien vide. Mais bon, là, on est quand même sur le 2 ou 3e supplément régional. Ça se remplit. Cette Terre du Milieu se remplit. Il y a des choses maintenant. Avec des plans de qualité que je trouve toujours discutables parce que je vois pas comment les utiliser. En fait, ils sont trop succincts pour être utilisés dans un scénario et trop détaillés pour juste faire joli. Je comprends pas trop, je suis un peu perdu. Quitte à faire un plan à la donjon, faites un plan à la donjon. Voilà. Bon, il y en a quelques-uns, mais ces plans ne sont pas trouvables dans les annexes. Ils sont que là. Pour le joueur, ça peut même pas aider parce que la description est à côté. Bref, fort. Donc on a ça, des petites îles sympathiques, des lieux où il y a des nains qui sont impliqués, il y a plein de choses, je vais pas trop rentrer dans les détails. Et les vignobles, allez, les vignobles, ça parle picole, on aime les elfes, chez les elfes, on aime picoler. On revient sur ce petit sujet, voilà. D'ailleurs, on parle des elfes dépressifs, mais un elfe qui picole du vin elfe, il n'est plus dépressif. Je ne sais pas quel message ça veut faire passer. Il y a même un tout petit chapitre sur l'effet de l'ivresse chez les elfes, et je peux vous dire que c'est assez spectaculaire. Comme quoi, il y a peut-être des elfes qui se sont pris une bonne murge et qui se sont réveillés dans le mauvais pays. Ça rigole pas chez eux. Alors que dans les films, ils ont pris le contre-pied en les rendant insensibles. Ouais, Dans les scènes coupées. Oui, mais il précise encore une fois que l'alcool des jeunes races, donc des nains et des... Enfin, les alcools des humains, n'a quasiment aucun effet sur les elfes. Les bières naines, à haute dose, peuvent les rendre ivres, mais ils n'aiment pas le goût, ils n'aiment pas l'amertume. Mais apparemment, les alcools elfiques, ça chiffre à plus de 100%. Je comprends pas leur dosage, mais c'est terrifiant. Hein. Je me demande pourquoi on n'a pas utilisé ça pour dissoudre l'anneau unique. Tellement c'est agressif, leur machin. Franchement, je détarte ma cafetière avec leur alcool. Bref.
On continue un petit peu. Bref, il y a pas mal de petits lieux. Je rentre pas trop dans les détails parce qu'après ça spoil un petit peu, mais beaucoup de bonnes idées, des références à des passages principalement du Silmarillion. N'attendez aucune référence à ce qui s'est passé dans Le Seigneur des Anneaux. On n'est pas sur la bonne route, on n'est pas au bon endroit et tout. Des trucs sympathiques, des trucs créés. Il y a beaucoup de pure création, donc ça fait plaisir. D'ailleurs, c'est par exemple, des passages, des lieux qui ne viennent pas de JRTM, par exemple. Bah, c'est rafraîchissant, voilà, d'avoir de la vraie créa pour du Tolkien. On a un peu de tout, un petit dragon, si vous voulez. Voilà, je spoil un petit peu, mais par exemple, il y a un lieu, sur l'équivalent d'un kilomètre, il y a un Ent surpuissant et un dragon. Mais ne soyez pas un nain qui passe au milieu, franchement. Mais c'est vraiment votre MJ vous veut du mal. Voilà, bon, bref, il y a des choses. Petit passage avec 3 elfes qui se font passer pour une sorcière à 3 âges différents. C'est un peu le principe. Mais repris la sauce elfique, c'est rigolo. Et elle voit l'avenir, mais pas trop. Il y a eu conflit. Et les impadis, donc en fait, 2 cultures supplémentaires pour jouer à l'anneau unique. Vous connaissez le principe, hein, on choisit une culture. Les différents nains, les différentes cultures humaines et tout, bah là on en rajoute 2, donc vous avez les hauts elfes de Foncombe. Donc si vous voulez jouer des elfes plutôt érudits, là on est vraiment sur de l'érudit, un peu comme dans la première édition. Donc clairement, c'est une culture, encore une fois je le dis, qui est conçue pour des joueurs qui connaissent le lore de la Terre du Milieu sur le bout des doigts. Donc des personnages qui vont commencer avec la compétence connaissance au maximum. C'est le personnage, vous lui dites au joueur: «Tu connais à fond, tu veux ramener ta fraise, tu veux, nous balancer des anecdotes, joue ce perso et raconte-moi tes anecdotes de manière roleplay» et ça passera crème, vraiment. C'est ce qu'on attend de ce personnage. Voilà, ce sont des vrais érudits. En plus d'être des soigneurs hors pair. C'est toujours pratique, hein, dans la région. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'elfes, puis aussi beaucoup d'orques et des trucs pires. Et ensuite, les elfes de la Laurienne. Alors, il y en a quelques-uns quand même qui sortent de chez eux, ils sont pas nombreux, ça surprend même les autres elfes quand vous avez un elfe la Laurienne qui arrive dans un autre royaume elfe, les autres le regardent en mode: «Waouh! Waouh, il est sorti de chez lui! Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc grave!» Qui sont des forestiers, des traqueurs, des pisteurs dans la nature, ils sont incroyables et au cas où, ce sont peut-être les meilleurs chanteurs de la Terre du Milieu. Donc quand ils chantent un chant elfique réussi chez eux, ça fait pleurer tout le monde. Vous pouvez bouleverser une communauté complète, vous pouvez raviver la flamme ou au contraire rendre tout le monde dépressif d'un seul chant. C'est une arme extrêmement puissante. Et puis bon, plein de petites choses à côté. Et puis vous avez le Lembas, voilà. C'est eux qui ont le Lembas et ben voilà. Et ça, c'est ultra balèze dans le jeu, franchement, avec les règles de voyage qui sont très punitives, le Lembas, fantastique. Vraiment, vous traversez la Terre du Milieu avec 8 potes pour jeter un bijou dans un volcan, ça passe tout seul, du moment que vous en avez un dans votre équipe. Et puis après, comment jouer des seigneurs elfes, voilà. Donc la création d'un seigneur elfe complet. Ce que ça implique, les tout petits changements, parce que ce ne sera pas forcément les mêmes stats. Changements mineurs, histoire de représenter le fait que vous êtes peut-être un petit peu plus balèze que les autres, mais que bah, du coup, vous êtes peut-être un peu moins endurant parce que vous avez déjà des traumas d'avant. Donc voilà. Et puis on finit par la petite carte avec hexagone qui vous montre le niveau de dangerosité. Donc vert, basiquement, c'est chez les elfes. Voilà. Vert, c'est bien. Sauf, vous avez vu ça, bah là, la Laurienne, elle est même pas. Elle est neutre. On sait. Voilà. Elle est pas bien, elle est pas mal. On rentre pas. Donc voilà. C'était, je vous ai montré, voilà, rapidement, pas forcément dans le détail, ce petit supplément sur les 3 royaumes elfes. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, c'est un excellent supplément. Dans le sens où, là, avec ce supplément, contrairement aux autres suppléments régionaux qu'on a eu avant sur cette gamme, là, j'ai l'impression que ça rajoute vraiment de la consistance, ça rajoute des scénarios, ça rajoute une ambiance, vraiment, du vivant à l'intérieur du milieu. Les suppléments précédents rajoutaient des petites régions, ici et là, mais qui étaient faiblement peuplées et pas des communautés vraiment actives. Là, non. C'est des communautés majeures. Voilà, c'est le socle sur lequel repose toute la Terre du Milieu actuellement, aux événements qui vont arriver bientôt. C'est génial. C'est beaucoup de nouvelles idées, des idées de scénarios dans tous les sens. J'adore. Par contre, de tous les suppléments, c'est, le celui qui s'adresse pas du tout aux fans juste des films. Parce que les joueurs ou joueuses qui se sont dit: «J'ai vu la trilogie de Peter Jackson ou les 2 trilogies» et ils se disent:
J'adore, je veux jouer au Seigneur des Anneaux, il y a un jeu de rôle, parfait, j'ai pas besoin de plus. Non. Le phrasé de cet ouvrage, il est ardu parce que, on va utiliser des termes vraiment spécifiques aux elfes. Vous allez avoir des références au Silmarillion toutes les 2 lignes. On vous parle de famille elfique, d'événements qui se sont passés avant, d'événements mineurs ici et là. Mais si vous n'êtes pas fan de Tolkien au point de connaître le Silmarillion, c'est incompréhensible, vraiment. C'est un des suppléments les plus difficiles à appréhender. Mais si vous êtes fan, si vous connaissez, si vous avez les bases, c'est un bonheur ce supplément. C'est le meilleur actuellement de la gamme, loin devant tous les autres. Donc, comme d'habitude, à chaque supplément régional, il y aura un supplément avec des scénarios. Bah, j'attends maintenant les suppléments de scénarios pour voir ce que ça va donner. Une petite campagne en lien avec les elfes, bah, je dirais pas non. Ce serait original et ça permettrait de voir la Terre du Milieu d'une autre manière, plutôt que la classique du point de vue des humains et des hobbits. Ce qu'on a un petit peu depuis le début. Ou les nains. Mais bon, les nains, ils ont leur propre campagne, la Moria, tout ça, tout ça. Donc, c'est très très bon. C'est pas pour tout le monde, malheureusement. J'ai presque envie de dire que si vous connaissez, c'est peut-être le premier supplément que vous pouvez prendre dans l'anneau unique. Voilà. Voilà, si vous avez déjà les bases. Par contre, ça reste cher. 40 €, 140 pages. Je trouve que ça fait quand même très, très cher, même si le produit sera magnifique en physique. Voilà, avec ce petit papier gaufré et tout, incroyable, ces illustrations splendides, illustrations que je trouve de plus en plus réussies dans la gamme. Et là, il y a vraiment les plus belles de cette gamme. Voilà. Encore une fois, du très beau boulot chez Frelling, hein, cette deuxième version de l'anneau unique n'égale peut-être pas dans nos cœurs la première édition avec les illustrations de John O qui était vraiment incroyable. Fred ne dira pas le contraire. Mais elle a développé quelque chose et ce quelque chose, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que ça essaie, ça essaie pas de construire, ça construit. Voilà. Quand est-ce que ça arrivera en France? Alors là, attendez, n'allons pas trop vite, comme diraient les Ents. Ne soyez pas si hâtifs. Voilà. Et ben c'est pas mal là. On va s'arrêter. Ouais. Voilà. Y a-t-il des questions, des remarques ou des insultes? Vous avez le droit aussi, hein. Non? Non, c'est calme ce soir. C'est calme ce soir. Ah bah, c'est pas grave, comme ça on fait ce qu'on veut. Ouais. Pas simple quand même d'interpréter des personnages qui vivent plusieurs milliers d'années. Le rapport au temps est complexe. Oui. Oui, tout à fait. Et c'est là que les petits conseils à la fin du bouquin sont vraiment très pertinents. Dans la première version de l'anneau unique, il s'était décrit rapidement dans le supplément Faucombe, justement. Parce que apparemment, le supplément Faucombe te permettait de jouer des persos qui avaient plus de 500 ans. Voilà, et du coup, on te disait des petits conseils et tout. Mais c'était juste esquissé. Là, par contre, on sent que c'est le sujet. On vous raconte régulièrement que c'est dur. Et que les elfes qui restent pour se battre, c'est vraiment eux les héros de l'histoire. Mm. Parce qu'ils savent ce qui leur attend. Et pour eux, il peut rien se passer de bien. Pour eux. C'est beau. On est la larme à l'œil. Voilà. Oui, puis comme tu disais, ils étaient là, ils ont vu les événements, c'est pas juste une Oui. histoire, ils y étaient. Et c'est quelque chose, bah, tu sais, dans les fils Facebook qui pop de temps en temps, il y a plein de gens qui s'étonnent en se disant, tiens, pourquoi Legolas, quand il voit Gandalf mourir, il est abasourdi comme ça, enfin, il n'a pas de réaction en fait. Mais lui, Oui. il sait ce qui est Gandalf. Oui, Il connaît voilà. sa vraie nature, il a juste vu une divinité mourir, il est sous le choc. Et voilà, c'est ça. Les autres, ils ont perdu un pote, mais lui, Il a perdu, voilà, c'est ça, c'est l'un des anges de la Terre du Milieu, c'est le plus l'un des plus remarquables qui a disparu, c'est pas possible. Mais ouais, donc j'adore ce bouquin. Vraiment, j'ai pris plaisir à le lire. J'avais pas pris autant plaisir à lire un ouvrage de la Terre du Milieu dans l'anneau unique depuis bien longtemps. Vraiment, pour moi, c'est mon favori dans la gamme actuellement. Eh ben. Ouais. Par contre, il y a un supplément peut-être un peu bizarre, un sentiment un petit peu bizarre de se dire que dans celui-là, en fait, on trouve un des travers des jeux à licence. En fait, c'est que si vous jouez dans les royaumes avec ce supplément, vous jouez à haut niveau et du coup, vous ne faites que croiser les guests de la Terre du Milieu. Mm. On n'a pas le choix. Ça tourne autour des grands porteurs des anneaux, de leurs proches et tout. On les connaît et l'impression que ça tourne toujours autour d'eux. Il n'y a pas de seigneur elfe qui ont été créés pour l'occasion. On n'a pas un 4e seigneur elfe qui a été créé en mode on s'est dit, tiens, on a mis un 4e royaume là-bas. Non. Círdan, Elrond, Galadriel, on les connaît.
une sensation à la Tatooine, j'ai envie de dire. C'est ça. Et on retrouve cette sensation de j'essaye d'aller dans la pampa, dans le désert, ça m'empêchera pas de tomber sur un Skywalker au bout de 20 mètres. Bah, après, ça se comprend aussi parce que si jamais tu as un autre seigneur elfe et que Tolkien n'en aurait pas parlé, c'est qu'il aurait mal fait son taf. Oui, mais en fait, on sait que Free League a déjà fait de la création. Ah oui. La Terre Milieu est vide. Il y a on sait que les elfes vivent reclus. Rien n'empêchait de créer un nouveau royaume. Un petit royaume, genre, on se dit, tiens, cette petite région côtière. Ok, il peut y avoir une autre une petite principauté. Voilà, il y a un seigneur puissant, dont on n'a peut-être pas parlé parce que c'est pas le plus connu ou il n'a pas intervenu de la même façon que les autres. Mais on aurait pu le créer. On aurait pu développer quelque chose dessus. Ben là, il n'y a pas. J'aurais aimé un petit quelque chose pour les elfes, comme la première édition avait fait avec les hommes de la forêt, les hommes de la forêt noire. Une faction à part, qui n'a jamais été créée. Quelque chose d'inédit. Bon, bref. On ne peut pas trop en demander non plus. C'est déjà très bien. Ça sort. On en veut toujours plus. Voilà. Bien. Et ben voilà. On a parlé de beaucoup de choses. Ouais, j'ai un petit ajout à faire, moi, sur Flabbergasted. Ben vas-y, je t'écoute. On est comme ça, hop. J'ai mis le retour. Parce que justement, on nous posait la question, y a-t-il un supplément, y a-t-il une suite prévue? Et en fait, oui, et elle a été financée l'année dernière. Oh. Et j'étais trop vite, passée tout à ça. côté. Ouais. Alors attends, hop, faut que je vous montre ça. Parce que donc il y a une extension qui s'appelle Mystified. Alors elle est en VO, on peut encore la précommander. Elle est financée, elle peut être précommandée. Et on n'a pas de nouvelles sur une éventuelle traduction. Mais a priori, ça serait bizarre de ne pas le faire s'ils ont fait déjà le premier. Hop. Voilà. Ah Voilà, oui, donc en effet. Mystified. Et donc il y a quand même eu 46 000 €, hein, parce que c'est un jeu, oui, on l'a dit dans le chat tout à l'heure, c'est un jeu, les deux autrices sont sœurs et habitent Malte. Voilà, donc on a un financement en euros, 775 backers. Et donc là, on va jouer du mystère, du pulp, du Cthulhu. Oh. Voilà, parce qu'on est dans les années 20. Tout à Et fait. donc, on a 3 nouveaux archétypes, 3 nouveaux lieux et 3 grosses campagnes. Et une nouvelle feuille qui sert à établir des mystères, parce qu'on va enquêter sur des mystères. Donc bon, le financement permettait de reprendre le livre de base si on le souhaitait, donc hop, c'est réexpliqué. Toutes les nominations au Inis quand même. Ouais, bon, ça va. Voilà. Trop fois rien. Trop fois rien. Il y a un téléchargement pour une version de démo. Alors elle est en anglais. Oui. Et donc, dans les 3 archétypes, on a The Sleuth, donc c'est l'enquêteur. Un peu on pourrait faire du Brindlewood Bay avec ça. Carrément. On a l'explorateur, donc du pulp. Bien sûr, il nous en faut un, toujours. Il nous en faut un, et le cultiste. Le trio gagnant. Le trio gagnant. Avec 3 nouvelles ambiances, donc Pembroke, Cravenspire. Ah, donc là, c'est carrément le village gothique pour faire du Dracula, quoi. Ah ouais, c'est très la Bavière ou les Carpates, hein, voilà, c'est ça. Pembroke, je crois que c'est un coin un peu plus rural, etc. Et puis Porto Verde, voilà. Ah, l'exploration. Bah oui, l'aventure, tout ça. Etc., l'aventure. Voilà, donc là, c'est une petite ville côtière avec des petites villes, etc. Donc à chaque fois, et puis une nouvelle feuille de mystère avec quel est le mystère, les endroits clés, les PNJ importants, les pistes qu'on peut avoir, etc., etc. Et on est guidé pour la création. Et donc il y avait différents niveaux de participation. Donc il y avait les versions PDF. Il y avait donc reprendre les trucs. Il y avait des dés pour l'occasion. Un écran, des dés et des jetons. Une illustration, on pouvait aussi avoir au-dessus. Un personnage qui nous ressemble dans le jeu, etc., etc. Donc voilà. Donc ça a été financé donc l'année dernière. Ça s'est terminé en 26 avril 2024. Donc, tu vois.
Ah oui, à peine un an. Ah oui, donc c'est encore tout frais, hein. On n'aura pas la C'est VF avant un encore petit tout moment. frais. Il est, OK. il est même pas encore sorti en VO, hein, puisqu'on peut encore le précommander. Oui, Je ne sais plus quand est-ce qu'ils annonçaient la sortie, mais c'était pour la fin d'année, hein. Fin 2025, il me semble. on a encore un petit peu le temps. Voilà. Pour la VO, donc nous, ça sera Oui, après, quoi. Mais j'aime beaucoup, enfin, on garde le même style graphique et ils ont vraiment fait le côté, voilà, les années 20 mais inclusive. On a un personnage en fauteuil roulant et puis, ça, voilà. Et donc tout ce côté aussi, les tables qui tournent, tu vois, les trucs un les peu spirits, c'est occultes, ça, le c'est trop bien spirit, ça. voilà. Et ça, bah, je ne savais pas que ça existait, mais là, j'ai trop la hype pour ça. Parce que justement, on perd le côté club mondain, Oui, on perd le côté mondanité, mais on ouvre sur plein d'ambiances différentes et c'est pas du pulp à la ce qui se prend au sérieux, on peut faire du Tintin, quoi. oui, voilà. Tintin, c'est un super exemple, ouais, de ce qu'on peut faire, qui est sérieux, mais pas trop à fond sérieux, mais des petites blagounettes de temps en temps, quoi. Une ambiance légère au premier plan, mais sur un fond sérieux. Mmh, Mais c'est cool ça. Franchement, très, très bonne nouvelle. ouais. Donc Ah ça ouais, j'attends. On verra si on arrive à croiser, Akileus, on leur posera la question si on les croise sur des conventions ou des ah oui, salons, oui, il va falloir là. Là, mmh. il y a pas le choix. Bien! Bah, ça c'est cool. Bien quoi d'autre? Une petite rubrique, voilà, un petit sujet que je voulais faire ce soir tranquillement. Je voulais parler, on a parlé quoi? C'était la semaine dernière, d'idée de, comment adapter une œuvre particulière, prendre une œuvre qui existe et trouver un jeu de rôle qui pourrait la représenter. J'étais comme ça et puis du coup, on m'a posé la question, des potes à moi m'ont fait une partie et au fait, on aimerait faire une partie sur tel univers, est-ce que le jeu existe? Et sinon, tu prendrais quel jeu dans ta collègue? Ouh. Le genre de truc qu'il faut pas me poser la question 2 fois. Voilà. Du coup, qu'est-ce que c'est comme jeu? Eh bien, vous connaissez, c'est Full Metal Alchemist. L'anime légendaire d'Hiromu Arakawa, hein, une mangaka, célèbre au Japon. Heu, bon, c'est sorti il y a plus de 20 ans, mais bref, on rappelle l'idée, hein, bref, ça ressemble à une Europe, à peu près à l'Europe, entre 2 guerres, hein, entre les 2 guerres, plus proche de la Première Guerre mondiale quand même, où on va suivre des personnages, capables, d'utiliser l'alchimie, donc une forme de magie particulière, une science de la magie, on ne sait pas trop quoi, qui reprend beaucoup les codes de l'alchimie européenne, sur fond de conspiration dans tous les sens, avec une critique, de la société militaire vraiment pas tendre dans l'animé. Est-ce que c'est un animé joyeux? Je pense que vous êtes nombreux à le connaître, cet animé. Il y a rien de joyeux dedans. C'est l'un des plus déprimants qui soit, vraiment. Il y en a eu plusieurs d'animés. Fullmetal Alchemist, Fullmetal Alchemist Brotherhood, là on m'a demandé Brotherhood. L'autre marche aussi, attention, les 2 passent tout seuls. Voilà. Donc, avant de se demander quel jeu peut adapter, Fullmetal Alchemist, il faut déjà se demander c'est quoi les thèmes principaux de la saga? Voilà, les premières difficultés. Il faut que ce soit un jeu où, bah, ça va être un petit peu nerveux quand même. Vous pouvez le voir à l'écran, hein, quelques extraits, ça pétouille. C'est cinématographique, on a des pouvoirs de zinzin, mais pas tous. Du coup, il nous faut un système qui permet d'équilibrer le fait que vous avez des alchimistes qui sont capables de balancer des boules de feu de zinzin et d'autres qui se débrouillent juste avec une arme à feu, voire moins que ça. Donc c'est pas forcément évident. Donc, comment faire? Il va nous falloir mélanger un petit peu tout ça. Donc, peut-être prendre de la magie freeform ou ce genre de choses, il va falloir équilibrer, ça va être compliqué. Ensuite, bon, le contexte, c'est une critique de l'armée, donc il faut quand même un système, c'est un petit peu ça va être un petit peu sombre, un petit peu sérieux. Il faut un système qui permette peut-être de mettre en avant, les dilemmes moraux. C'est un des thèmes principaux, je trouve, dans cette série. C'est les choix, les conséquences et comment vivre avec. Tous les personnages ont fait des choix dans le passé. Ils ont participé à la guerre d'Ishval, le traumatisme et tout ça. Ils sont tous traumatisés. On va leur demander de faire des choses horribles. L'armée leur demande de faire des trucs horribles. Le grand méchant va essayer de faire des choses horribles et tout. Donc, voilà. Et à chaque fois, l'alchimie, c'est toujours je veux faire quelque chose, je dois payer quelque chose en échange. Donc, il va falloir se poser cette question. Alors, on a ces petites choses. Il va falloir faire des actions, des sacrifices et tout. Quel système pourrait-on utiliser selon vous pour représenter ce genre d'univers?
Moi, il y en a un qui m'est venu très rapidement en tête parce qu'il est trouvable, parce que je l'avais actuellement. Moi, j'ai pensé déjà au jeu de rôle Avatar. Un, c'est trouvable. Deux, c'est un système qui permet de faire de la magie freeform sans aucune difficulté, parce que tout simplement, il se prend pas la tête avec. En fait, c'est juste une manière de mettre en scène la façon dont vous avez réussi la scène. Du coup, ce qui permet d'équilibrer absolument tout le monde autour de la table, histoire qu'il n'y ait pas de jaloux. Voilà. Et puis, un truc que j'adore dans le jeu Avatar, dans le jeu de rôle Avatar, c'est la balance. Cette petite balance que tous vos personnages ont, qui va les faire jongler entre 2 principes qui vont les animer. Entre, par exemple, la curiosité et l'altruisme. Va falloir passer de l'un à l'autre. Donc il y a toujours une mécanique qui permet de gérer ces dilemmes moraux extrêmement facilement. D'ailleurs, peut-être la meilleure mécanique, du jeu Avatar. Voilà. Donc on a ça. Après, bon, ça permettra pas, par exemple, de représenter tous les styles de d'alchimie particulière parce que c'est très libre l'alchimie, si vous connaissez un petit peu le principe, c'est basiquement je peux créer ce que je veux, hein. Je comprends la matière, je détruis la matière, je crée quelque chose. C'est Je peux utiliser le système de magie de Néphilim. Le but, c'est soit que ce soit dynamique, donc on va éviter Néphilim, qui n'est pas un jeu très dynamique voilà, par définition. Le storytelling system, par exemple, une notion très intéressante. Le storytelling system, si vous ne connaissez pas, on parle du système utilisé par les jeux comme Vampire et Werewolf. Donc, qui utilise les disciplines. On pourrait utiliser les disciplines, par exemple, pour représenter les trucs. Mécanique qui marche bien. Système nerveux. J'aime bien. Très, très bon choix. Est-ce que d'autres ont une idée? Je note. Voilà. L'idée, ce serait toujours faire chaque semaine une petite rubrique de quelques minutes, une œuvre, et voir selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser. Puis après, n'hésitez pas sinon à le mettre en commentaire si vous, selon vous, il y a des jeux qui représentent mieux. Full Metal Alchemist, par exemple. Après, vous pouvez me dire Wurm. Il faudra m'expliquer comment vous utilisez, pourquoi Wurm serait plus adapté. Pourquoi pas? Je suis curieux de savoir. Donc voilà. Sachant que oui, l'idée c'est de parler d'œuvres qui n'ont pas de jeu attitré, hein. Il doit bien y exister une version fan-made quelque part, mais il n'y a pas de jeu officiel dessus. Voilà. Donc voilà. Moi j'ai pensé à ça pour commencer, et puis chaque semaine, prendre un petit truc comme ça différent. Donc voilà. Et bien, bonne idée de rubrique, voilà. Ce serait l'idée. À chaque fois, on va essayer de décrypter en quelques lignes et on présente. Donc voilà. Et bien voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres idées, moi je trouve c'est que Avatar et le vampire, peut-être, ça peut être très bien. Monster Heart, si on veut axer sur drama sacrifice, bah, c'est pas bête. Dans le sens où Monster Heart, ouais, ça tourne vraiment autour du drama de personnages, des conflits et pas de l'extérieur. Du coup, par contre, si tu prends Monster Heart, tu retires du gameplay tout ce qui va être justement ces duels d'alchimistes complètement pétés à base de boules de feu et de bah, j'ai créé une lance et à partir de rien et les homoncules et autres joyeusetés. Mais tu rajoutes les sacrifices très drôles, hein. Si un jour vous avez envie de faire mumuse avec un chien à une gamine, hein, vous avez vu la série, vous savez de quoi je parle? Non? Tu as pas l'air de savoir de quoi je parle? Non? Non, je suis passée à côté, donc non, je ne connais Bah, pas du tout. Je connais le pitch de départ quand ouais, même, bah, mais c'est l'un des moments les plus tristes de la série, peut-être des animés en général. C'est un traumatisme. Voilà, il y en a qui ont été marqués, ça a marqué de génération cette scène, ce qui a permis de créer dans un animé le personnage peut-être le plus haïssable qui soit. Le personnage responsable de ça, tu as plus envie de le voir souffrir que le grand méchant le grand méchant qui est responsable d'un génocide. Voilà, on dit pas voilà, Fred Tucker, voilà, on les connaît, voilà. Ça a marqué les gens, c'était il y a plus de 20 ans. Voilà, donc bref. Et bien voilà pour cette petite rubrique et puis on continuera, ainsi de suite. ouais, sur des trucs que je connaîtrais peut-être. Là, je t'avoue que j'ai Non, non, pas mais trop d'idées vu que je j'ai connais fait pas ça le parce qu'on matériel me de l'a base. proposé, mais Mmh. par exemple, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou sur notre Discord si vous avez envie, tenez, cette œuvre, qu'est-ce qu'on prendrait vraiment pour l'adapter? En ayant une chance quand même qu'on la connaisse un peu. Voilà. Ouais. Proximora qui cite Fabula Ultima, c'est vrai que j'y ai pensé aussi, mais après je me suis dit c'est peut-être un raccourci facile de se dire JRPG, manga. Il est pas mal Fabula Ultima, je reprocherais juste en fait, il est crypté, c'est-à-dire que Fullmetal Alchemist, une des fabriques de cette magie, c'est qu'elle est freeform. Fabula Ultima ne permet pas vraiment le freeform, c'est très cadré en réalité. Un Mmh. objet, c'est un effet. Il y a beaucoup de choix. Le système est trop bien. Il manque peut-être ce petit truc en plus, mais
c'est un très bon choix. Peut-être qu'en creusant un peu, il y a moyen de faire quelque chose de super bien. Ars Magica. Oh, nous avons un challenger très intéressant pour faire de la magie freeform avec Ars Magica. Je dis oui. Ars Magica, ça peut être très sympa. Par contre, j'ai pas souvenir que c'était un système, par exemple, d'action très très dynamique. Sigil et Shadows. Alors, par contre, je ne le connais pas, mais je demanderai à Matt qu'il l'a et je lui demanderai son avis justement sur est-ce qu'on pourrait adapter correctement. Bonne question. Ouais, je voudrais bien Doctor Who, mais bon, on peut tout faire avec Doctor Who sauf du combat. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de combats dans cet animé. Warhammer, ça compte pas. Attention, je vous vois venir, non, non, je vous le dis. Même moi, je vous le dis, ça ne passe pas. C'est pas faute d'avoir réfléchi. Et j'ai regardé tout, vraiment, j'ai regardé tous les jeux, je fais Warhammer. Non. Non, ça. Ah. C'est pas un système adapté selon moi pour. Quelqu'un pourrait le faire dans son coin, mais pour moi, c'est pas ça. Bon, bref. C'était bien sympa. On a parlé de plein de petites choses. Ça va faire bientôt 2 heures qu'on est ensemble. Incroyable. Et je peux vous dire que la fatigue commence à taper, le café fait pas effet, les nuits sont courtes et le chat est chiant. Il n'y a rien qui va. Ouais, j'étais tellement à la bourse, c'est de l'eau là-dedans. C'est même pas du café, donc c'est terrible. Là, j'en suis moi, c'est une journée où le café fait plus effet. En fait, c'est le côté chaud c'est psychologique. Système magie à base de mots d'Ars Magica est très bien dans l'esprit. La science chimique. Ouais, du système, c'est trop lourd. Ouais. C'est comme le système de magie dans d'autres jeux. Hein. Le système de magie. Oula, doucement. Le système de magie de Capharnaüm. Capharnaüm, c'est un système de magie freeform. Tu fais ce que tu veux. Il est très bien. Le jeu est dynamique et tout. Il est peut-être un petit peu lourd à mon sens. Est-ce qu'il veut émuler plein de choses? Il y a peut-être quelque chose à creuser du côté de Capharnaüm. Voilà pour ça. Peut-être qu'on en reparle un jour de ce jeu. Parce que j'ai l'intégrale qui traîne là dans les 2 éditions. Ouais. Peut-être indépendant, tu prends un autre pour les actions. Ah oui, voilà. Bah après, l'idée, si tu peux avoir. Si. L'idée de cette rubrique, ce serait de trouver le jeu qui fait bien le taf en une fois. Si pour émuler une œuvre, tu as besoin de 5 bouquins différents, bah, c'est pas agréable en fait. L'idée, ce serait de trouver un truc. Il doit y avoir 11 000 jeux de rôle qui existent. Il y en a bien un qui fait le taf. Voilà. On n'est pas obligé de réinventer la roue à chaque fois. Non, non, voilà, c'est peut-être que dans tout ça, il y en a un auquel j'ai pas pensé et qui se dit tiens, celui-là, il est bien pour ça. PBTA, pourquoi pas? Moi, on m'avait mentionné La Légende des 5 Anneaux, la 4e édition. Parce qu'il y a une magie plus ou moins freeform avec les Kami, il y avait quelque chose avec les Shugenja à faire. Pourquoi pas? Le système, il est dynamique, il représente bien le combat, pourquoi pas? On va mettre les mains dans le cambouis, mais c'était une idée. Le PBTA marche toujours, on est d'accord. Mais bon, le PBTA, ça fait tout et ça fait rien. Donc en fait, voilà. Bon, bref. Et si on s'arrêtait là et qu'on passait un petit peu au planning de la semaine? Oui, parce que le planning qu'on vous a annoncé dimanche avec Fred a déjà un petit peu changé. On est comme ça, nous. On est comme ça. Non, mais c'est pas de bol, c'est que malheureusement, Simon d'Entremonde est EHS. On lui souhaite un très bon rétablissement. Et il n'était même pas sûr de participer à Troll et Légendes. Donc j'espère qu'il sera suffisamment rétabli pour ne pas rater l'événement. Oui. Mais du coup, oui, on parlera de Night une autre fois. Mais le financement est encore en cours, il va encore durer, donc on a le temps qu'il se remette et puis qu'il revienne nous voir. Parfait. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose cette semaine? Je ne sais plus. Oui, mais j'ai oublié. Ah si, vendredi, il y a un live pour Étrange Grande. Voilà. Avec, si je ne me trompe pas, le thème, c'est les origines de... Je crois que c'est ça. Fred, si tu nous entends, tape 3 fois sur le clavier. Fred, es-tu là? Ouais. Nous t'invoquons. Bon. Voilà. Et donc, et jeudi, moi, il y aura du jeu vidéo. Je continue. Aux origines du fantastique, c'est ça, à 21h. Donc ça, c'est vendredi 21h, étrange indécent, aux origines fantastiques. Et jeudi, jeu vidéo. On fait la suite de Still Wake the Deep, un petit jeu d'horreur avec des accents écossais à couper au couteau, et on finit le jeu. Voilà. Ça va bien se passer. Voilà. Et l'émission de vendredi, c'est avec David Mullman et Guillaume Sowincy. Du beau monde. Oui. Oh. Sean, Freeform, Péchu, Talgalel, et il y a quelque chose. Oh,
Moi, ça dépend de la version. Il y a quand même des conseils pour en faire un truc bien. Bon, bref, on va s'arrêter là parce que Oui. voilà. Mais j'aime beaucoup l'idée. Continuez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà. Et On en puis, parlera. nous, il y a encore Trolls et légendes où on sera présent avec Fred samedi, dimanche. Voilà. Donc, Moi, c'est un peu n'hésitez loin, donc je vais pas pas. à venir nous voir. Si c'est pour dire des choses gentilles, sinon, voilà. Voilà. Venez Cabalisto. C'est toujours bien. C'est gentil. Ouh. Voilà. Voilà. C'est signe que vous voulez discuter gentiment. Comme ça qu'on on vous reconnaît. Bref. Est-ce que vous nous ferez un retour? Bien sûr, oui. Je vais les tanner pour qu'ils fassent un retour, bien entendu. Déjà, il faut qu'on retourne, oui. Déjà qu'il faut qu'ils reviennent en vie. Hein? Mais Pas trop oui, on va fatigué. revenir. Donc, Oui. on est pas mal. Eh bien, là-dessus, nous allons pouvoir nous quitter. Merci à vous tous d'avoir été là ce soir, d'avoir échangé avec nous. C'était fort agréable comme d'habitude. On vous remercie. Ouais, un petit raid avant de partir. Mais bien sûr, chez qui qu'on vous envoie? Il y a du monde. Ouais, il y a du monde. Oula, beaucoup de monde. Une petite idée? Oh J'ai oui. pas encore de lancer aléatoire pour définir chez qui on envoie. Ouais, faudrait. Je ne sais pas, peut-être Arche, peut-être le manoir des rôlistes, qui sont en ligne actuellement, qui font du JDR aussi. Manoir des rôlistes, c'est quoi? Manoir des rôlistes? Arkham Stories. Arkham Stories. Oh! J'aime bien ça, c'est Lovecraftien. J'aime quand ça sonne Lovecraftien. J'aime l'humour, j'aime les trucs joyeux et colorés. Ah, allez, on vous envoie là-bas. Parfait. Comme d'habitude, cette émission sera en replay dès demain, plateforme de podcast, et dans la journée sur YouTube. Comme d'habitude, n'hésitez pas. Le petit like qui va bien, le partage au cas où pour que ça, on continue à être vu et que on puisse continuer ça, hein, quand même. Et puis, c'est parti. Hein, allez, on se raid. Prenez soin de vous et puis au revoir. Bonne soirée. Tout à fait. Allez, sur ce, à la prochaine. À Ciao tout le monde. plus. Salut.